talent n'existe pas. C'est le besoin de réussir et d'ambition et d'aimer ce que tu fais qui va te rendre talent. Moi, je ne crois pas au talent de base. Je n'ai jamais, oh Dieu, jamais raté un avion de toute ma vie. J'en prends entre 400 et 500 par an. Quand j'ai fait la couverture du Time Monaco, j'ai dit ma network is my net worth, c'est-à-dire mon réseau et ma valeur financière. Je pense que c'est un peu pareil dans tous les métiers. Je crois que le partage, c'est important. Tu envoies la balle, elle revient. Mais si tu n'envoies pas, elle ne va jamais revenir. Donc, l'argent permet de ne plus penser à l'argent. Aujourd'hui, dans Unchained, on reçoit Manny Nordine. On dit de lui qu'il fréquente David Guetta, Michael Jackson, Snoop Dogg, Akon, Puff Daddy. Dans cet épisode, vous allez découvrir qui il est, d'où il vient, de sa jeunesse au Maroc jusqu'à son expatriation aux États-Unis. On va parler business, on va parler sport et aussi networking. Comment on fait pour avoir plus de discipline dans le La discipline, c'est un muscle. Aujourd'hui, pour me faire rater une séance de sport, une réunion ou un Zoom ou une interview, c'est impossible. On en parle beaucoup en ce moment de Puff Daddy, mais la première fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit « Where you come from ?» J'ai dit « Morocco ». Il m'a dit « Monaco ?» J'ai dit « Non, Morocco ». Il m'a dit « Where is that ?» Je lui ai expliqué « C'est North Africa ». Il m'a regardé, « You're not black ?» Bonjour Nordine. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis tellement honorée que tu sois là, Nordine. Nordine, c'est un invité que j'ai déjà eu la chance de recevoir, mais on a eu un problème technique. Il est tellement généreux qu'il a accepté de revenir. Mais c'est une intro pour dire que Nordine, réellement, est l'un de mes invités préférés et que pour avoir assisté à la diffusion d'un reportage qu'il y a sur toi qui s'appelle 24 heures with Nordine, qui vient de sortir, tous les gens qui étaient dans la salle, ceux qui avaient eu la chance de te rencontrer en vrai, disaient que tu étais une des rares personnalités hyper généreuses, hyper naturelle, super spontanée, et que tu es, je dirais, encore plus gentil et bienveillant et généreux dans la réalité que face cam. Il n'y a rien qui est surjoué. Et c'est super rare. Bah, c'est ma journée, hein. C'est bientôt Noël. Le monologue de flatterie que je viens de faire, mais c'est tellement vrai. Et c'est bien de commencer par ça. Non, en fait, je pense que, très sincèrement, je pense pas qu'on peut faker dans ce métier. Tu sais, tu peux faker au début, tu peux t'inventer un masque, etc. Mais je pense qu'avec les années, si tu es quelqu'un de, justement, pas du tout généreux, ça va se ressentir. Tu sais, c'est un métier, c'est très petit. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc, il vaut mieux être soi-même. Attention, on a tous des défauts. Mais ce qu'il faut, c'est... Moi, je crois que le partage, c'est important. Parce que, encore une fois, c'est un peu le ping-pong. Tu envoies la balle, elle revient. Mais si tu n'envoies pas, elle ne va jamais revenir. Donc, Puis après, encore une fois, je le dis souvent, mais ça ne sert à rien de toujours vouloir donner pour recevoir. Il faut donner avec le cœur et c'est tout. Après, ça revient, c'est bien, c'est mieux. Ça ne revient pas, c'est pas très grave. Faut donner, faut transmettre. Voilà, il faut transmettre. C'est la transmission maintenant. J'ai démarré avec mes louanges, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Nordine, raconte-nous un peu qui tu es. Bah, moi, je suis... Aujourd'hui, je dis networker. C'est le mot un peu à la mode, mais franchement, si c'est un mot qui peut me catégoriser, ça serait vraiment ce mot-là. En fait, au début, j'étais agent, booker, tourneur, éditeur, producteur, manager. Il y a plein de mots, mais en fait, ça ne veut rien dire tout ça. Ce qui compte aujourd'hui, c'est un réseau. On en parlait tout à l'heure. C'est une base de réseau. Et plus tu vas dans les années, plus tu étoffes ce réseau. Et ce réseau, il a une vraie valeur. C'est pour ça que quand j'ai fait la couverture du Time Monaco, j'ai dit « My network is my net worth ». C'est-à-dire mon réseau et ma valeur financière. Et je pense que c'est un peu pareil dans tous les métiers. Plus tu vas avoir de réseau, plus tu vas peser quelque part dans ce métier. Parce qu'aujourd'hui, on te juge beaucoup sur ce que tu connais. Parce que finalement, l'argent, à part être dépensé, ça ne sert à rien. Non. Pas l'argent qui... L'argent n'achète que des... Pour moi, l'argent achète la liberté et l'expérience. C'est ça. Les souvenirs. Moi, je dis toujours, j'adore cette phrase, l'argent permet de ne plus penser à l'argent. Oui, c'est exactement ça. Oh, cette phrase. Une fois que tu as assez d'argent, tu n'y penses plus. Bah, tu penses plus. Après, tu penses à autre chose. Ouais. Puis les problèmes, ils commencent. Mais d'autres gros problèmes. Et avant d'avoir des problèmes liés à l'argent, justement, raconte-nous un peu ton enfance. Bah, moi, je viens d'un petit village à 80 km de la civilisation qui s'appelle Azaï. Personne ne connaît. Au Maroc, on appelle ça des douars. Donc, pas d'électricité. Il faut aller chercher l'eau dans le puits. On se déplace à cheval. Mais vraiment, c'est pas du tout... c'est la réalité. Et je viens de là. Mes parents sont partis pour des raisons économiques à la grande ville qu'on appelle Fès. De Fès, Dijon. Et après, moi, j'ai continué la caravane. Dijon, Paris, New York, Los Angeles, aujourd'hui même. Et tu disais la dernière fois, quand tu étais au Maroc, tu étais mougli Ouais, c'est ça. dans la nature. Et après, tu as débarqué dans le froid français. Ah, le choc, il était violent. En fait,
il faut pas oublier, les gens, ils oublient beaucoup que le Maroc, ça reste l'Afrique. C'est vrai que dans la tête des gens, je me souviens quand j'avais été aux États-Unis, on en parle beaucoup en ce moment de Puff Daddy, mais la première fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit Where you come from? Je lui ai dit Morocco. Il m'a dit Monaco. J'ai dit non, Morocco. Il m'a dit Where is that? Et je lui ai expliqué c'est North Africa. Il me regarde et me dit You're not black. Tu vois, déjà, dans la perception, pardon, des gens, ils pensent que le Maroc, c'est pas du tout l'Afrique. Mais ça reste l'Afrique. Donc, le berceau de l'humanité, des choses basiques, mais des belles valeurs. Et donc, quand je suis arrivé en France, le choc thermique, il était violent. En plus, on n'a pas eu de chance, parce que moi, quand je suis arrivé, j'arrivais en décembre. Je suis arrivé pendant la neige. Je me souviens encore comme si c'était hier. Tu te rends compte, j'avais 9 ans, mais j'ai 50 ans, ça fait 41 ans, je m'en souviens. On avait froid, parce que même si on était bien habillés, on avait des manteaux et tout, ces sentiments de glacer les os et de passer d'insouciance. Parce que, attention, dans le village où j'étais, c'est vraiment l'insouciance. On mangeait des fruits, on jouait toute la journée, et là, il fallait aller à l'école, il y avait des horaires, il y a une espèce de masse de stress, on se rend pas Les compte. roses, les tours, Voilà, les etc. cours, la cité, la violence. Nous, on ne connaissait pas la violence. Nous, on ne savait pas c'est quoi les armes à feu. Là-bas, ça n'existait pas les armes à feu. Les dealers, les voleurs, il y avait tout. En plus, nous, on était vraiment avec ce qu'on appelle multicommunautaire. Il y avait des Gitans, il y avait des Portugais, il y avait beaucoup de Serbes. Je ne sais pas pourquoi dans mon quartier, il y avait beaucoup de Serbes, beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Tunisiens, des Maliens, des Sénégalais. Mais ce qui était beau, c'est qu'à cette époque, dans les cités, on n'avait pas les histoires qu'on voit aujourd'hui de interreligion. Il n'y avait pas de communautarisme, c'était tout le monde Tout le monde est mélangé. Ma mère, elle était amie avec une Malienne, avec une Yougoslave. C'était pareil. De toute façon, quand tu es dans la misère, on est tous ensemble. Ça rapproche ta On misère. est solidaires dans la galère. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Et il n'y avait pas ces problèmes aussi sociaux. Parce qu'attention, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est jeune, l'argent n'a pas tellement d'importance. C'est après qu'on se rend compte que l'argent est important. Nous, on mangeait à notre faim, on rigolait, on regardait la télé, on regardait des films. Ça nous suffisait largement. On jouait toute la journée dans la gym, la danse, le foot, enfin tout ce qu'un gamin fait. Et il y avait cette insouciance. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je possède aujourd'hui, ben, je peux faire revenir à mon enfance, en fait. Même les valeurs que tu transmets aujourd'hui, elles sont très, très méditerranéennes aussi. Absolument. C'est le partage. Mais attention, le goût de la réussite n'est que dans le partage. C'est que ça. Pour pouvoir réussir, pour partager. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ça. Mais moi, je l'ai vécu. J'ai vécu des choses seul. Et j'ai vécu des succès en groupe. Le succès en groupe n'a pas meilleur goût. Tu te rends compte d'avoir des associés, des partenaires, des gens avec qui tu fais des projets et tu partages la réussite. C'est pas la même chose que tout seul. C'est pas le même goût. Moi, je me suis retrouvé, je le raconte souvent, à New York surtout, au Four Seasons, un des plus beaux hôtels de New York, dans une suite incroyable, mais tout seul. C'est pas la même chose. Il y a une phrase hyper bateau qui dit le bonheur, c'est la chose qui est décuplée quand elle est partagée. Absolument. Très bateau, mais c'est très vrai. C'est tellement vrai. Ouais. En fait, puis j'ai des amis avec qui on a construit des projets encore aujourd'hui, on a des succès. Puis quand on a des succès, c'est génial. On va fêter ça ensemble au restaurant. On est mort de rire. On passe par des galères ensemble. Puis il y a une phrase qui dit avec une main, on ne peut pas applaudir. Donc on a besoin des autres. C'est beau. Et donc, c'est dans cette cité que tu as commencé tes premiers pas de danseur. C'est ça. Gymnaste d'abord. Ouais. Gymnaste, j'étais assez fort aux barres parallèles et très fort au sol. Et aux anneaux aussi. Je me débrouillais bien. Et vu que j'étais un fameux Mowgli, c'était pas que moi, c'était les gens du village étaient comme ça. Déjà, monter à cheval sans prendre de cours, galoper comme un malade, sauter d'une branche à une autre, tout ça, ça te donne des skills que, entre guillemets, Tu es hyper le athlétique petit naturellement. Français que aller à l'école, sa mère avait dire attention, il y a la marche, tu vas tomber. Moi, je me suis tombé de l'arbre comme dans les films. Hein. Je me suis fait des blessures incroyables. On ne disait pas en plus à nos parents qu'on tombait, parce que si on leur disait qu'on tombait, ils nous arrêtaient de jouer, ils nous laissaient jouer. Donc finalement, on est dans un cercle Super mignon. vertueux en fait. Moi, ma mère, une fois, je suis tombé, j'ai failli me casser le cou, mais vraiment le cou, briser le cou. Ça aurait pu être fatal. Pendant une semaine, j'avais mal, elle ne le savait pas. Ça va où? Ça va? J'ai un petit peu mal et tout. Mais c'est génial, je trouve. Parce qu'en fait, on n'est pas dorloté. Ça te rend beaucoup plus résilient. Mais absolument, parce que la vie, elle est dure. Moi, je vois mes enfants, c'est des pâtes à modeler. Tu leur dis un truc, oh là, il faut faire C'est comme le attention. système des Ça anticorps. pousse directement le médecin, etc. Nous, pour qu'on aille voir le médecin, déjà, il n'y avait pas de médecin. Il fallait être dans un autre village. Et il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait rien.
Il y a des gens, les pauvres, ils sont partis comme ça parce qu'on ne pouvait pas les soigner à temps. Et Ah oui, et nous, Européens, on a des anticorps hyper faibles, on est hyper dorlotés, on est biberonnés. Mais si tu vois dans mon village, les gens, ils n'ont plus d'âge, ils ont peut-être 100 ans, ils ont un siècle, ils tiennent encore, parce qu'ils travaillent encore jusqu'à leur dernier souffle. Puis il y a cette espèce de solidarité en Afrique qu'on n'a pas en Europe. C'est-à-dire que nous, on est entourés là-bas. Moi, Oui, je c'est vois vrai, il y a que le mon système de la grand-père, famille, la à son communauté. dernier souffle, on était tous entourés. Et les sourires, et les musiques. Moi, j'ai beaucoup d'images comme ça. Bon, il y a tout le temps des mariages. Je ne sais pas pourquoi, ça se marie dans tous les sens. Il y a des anniversaires, des baptêmes. Le goût Des... de se rassembler. Voilà, c'est exactement ça. C'était tous les week-ends. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Mariage. Mon grand-père était un percussionniste. Et j'étais sur ses genoux. C'est ce qu'elle m'a raconté ma mère. Ah, il m'emmenait dans tout. J'étais un de ses préférés, petits-enfants. Donc, il m'emmenait avec lui faire des concerts. Peut-être est venu de là le côté Le rythmique. côté artistique. Voilà, exactement. Moi, j'adorais ça. En plus, j'adorais la fête. Donc, c'est peut-être que là, mon côté kiffeur d'aujourd'hui, où j'aime tout ce qui est fête, tout ce qui est nuit, j'adore ça. Et j'assume. C'est ça qui est le plus intéressant. Complètement. Et donc, tu as fait tes premiers pas. Donc, gymnaste, ensuite danseur. Mhm. Moi, je veux que tu nous racontes, on arrive à New York, du coup. Danseur, en fait, j'ai eu la chance de participer à un concours très connu qui s'appelait le concours d'Isère. À l'époque, c'était un espèce de concours international. Et sur 200 écoles, chaque école présentait environ entre 4 et 10 élèves. Tu fais le calcul, ça fait à peu près minimum 1500 demi. Je terminais premier. Donc là, c'est la consécration. Donc, ça y est, tu t'envoles. Et moi, j'avais même pas compris que c'était une bourse pour New York au début. Moi, je voulais juste gagner. On m'avait préparé au concours. Et c'était une bourse pour aller étudier à New York, à Broadden Center, qui est une des plus grandes écoles du monde. Et là, les Américains, qu'est-ce qu'ils nous font rêver? Avec le recul, je me dis, mais the real American dream, c'est le vrai. Tu arrives là-bas, tu as une excitation. J'avais des frissons quand je suis arrivé à New York. Tu sais, c'est comme si tu renaissais. C'était un redébut. Alors qu'en France, j'étais soi-disant un des meilleurs. Tu arrives là-bas, tu es le dernier. Parce que le niveau, il est tellement haut, tu sens que c'est the next step, tu vois. Et j'adore les Américains parce qu'ils n'ont pas cette manière de nous rabaisser, très français, de dire oui, non. Là-bas, ils vont jamais voir tes défauts. C'est ça qui est fou. Parce qu'attention, il faut savoir une chose, c'est que la danse, techniquement, il faut être dans le relâchement. Parce que si tu es crispé, ça se voit. Donc si tu es relâché, tu as confiance en toi, etc. Les Américains, il y a le mot préféré, c'était well done. Dès qu'ils voyaient une petite qualité, well done. Donc, en fait, ils sont dans un management positif. C'est exactement ça. Et ça te lâche. Et en fait, tout ce qui ne va pas, tu le corriges parce qu'en fait, tu vas travailler ce qui va au départ. Puis après, Ok. Puis il y avait un prof à New York qui m'avait dit, je me souviens, il s'appelait James Rogers, un des meilleurs chorégraphes de tous les temps, qui a fait Fame, qui a fait West Side Story. C'était vraiment le Oui, c'est top du top. Et il m'a dit un jour, il était vieux, hein, je l'ai connu, il avait peut-être 70 ans, moi j'avais peut-être 16 ans. Il m'a dit, focus sur tes défauts, ils deviendront des qualités. Mais c'est tellement vrai. Et je me souviens, j'avais un problème de pirouette, de tour. Je sais pas pourquoi. J'étais très fort dans les sauts, dans tout ce que tu veux, les acrobaties et tout. Mais les tours, j'arrivais pas. Donc, je me suis fait une obsession des tours. J'en rêvais la nuit, le matin. Là. J'ai oublié tout le reste. Je me suis concentré. Je suis devenu le meilleur tourneur de toute l'école. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut souvent, c'est une philosophie de vie en fait, laisser tout ce que tu sais bien faire et te concentrer sur ce qui n'y va pas. Ah, parce que moi, je connaissais le contraire, c'était renforce tes forces et n'essaie pas d'améliorer tes faiblesses. De toute façon, c'est pas dans grave. l'artistique, Ok. c'est le contraire. Parce Ok. qu'on va t'attaquer sur tes points faibles. Ok. Par exemple, si au niveau vocal, tu es bien dans les aigus, mais dans les graves, tu n'es pas terrible, on va toujours te ramener au grave. On va te dire, ouais, mais t'as vu, c'est grave. On va pas regarder ce qui va. Ouais. L'humain va toujours critiquer ce qui va pas. Oui, on est codifié pour ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, travaille tout ce qui ne va pas. Comme ça, personne n'a rien à dire. Ok. Et moi, souvent, même dans ma vie aujourd'hui, je suis guidé par cette phrase. Ok. Dès que j'ai un défaut, je le travaille. Par exemple. Par exemple, dans le business, j'étais quelqu'un de très désorganisé sur, par exemple, les plannings. C'était pas moi les plannings, j'étais un peu artiste au début. Donc moi, Et pourtant, là, moi, avec toi, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est à la minute, quoi. justement, Hyper bien organisé. j'ai fait un travail énorme sur moi-même. Je n'ai jamais, oh Dieu, jamais raté un avion de toute ma vie. J'en prends entre 400 et 500 par an. C'est énorme le nombre d'avions que je prends. De rendez-vous.
Je suis devenu une machine de guerre dans un Chacun espace. office, oui, oui. C'était mon plus gros défaut. Donc ça veut bien dire quelque chose. Parce que j'ai fait une obsession sur ce qui n'allait pas. Donc j'ai corrigé. Et souvent, je dis à mes collaborateurs, ou mes employés, ou on peut les appeler comme vous voulez, ou mes associés, travaille ce qui ne va pas chez toi. Autrement, tu t'améliores pas. Ce qui compte dans la vie, c'est quoi? C'est de progresser dans tout. C'est le progrès qui est intéressant. Moi, je dis toujours, c'est pas grave ma carrière. On peut l'aimer et ne pas l'aimer, mais ce qu'on peut pas me retirer, c'est d'où je suis parti, où je suis aujourd'hui. C'est ça qui compte, c'est de progresser. Et où je serai demain. The best yet to come. Moi, j'adore Nordine. C'est vraiment Monsieur Punchline. Ah, j'adore. Mais on aime du coup, c'est des vraies leçons de vie. Résilience, s'attarder sur ses défauts pour les sublimer, C'est ça. le goût de l'effort, le goût du travail. Et ce que j'aimais aussi, pour reprendre la chronologie, c'est quand tu es arrivé aux États-Unis, donc c'est une renaissance, tu as redécouvert l'art, tu as découvert le mindset américain. Se remettre en question. Mm. Il n'y a rien qui est acquis. Aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais quand même fort d'esprit pour me remettre en question. Avec l'âge, tu oublies ça. Tu sais, ce qui se passe, c'est que j'en parlais la dernière fois avec un producteur très connu allemand. Et on a à peu près des parcours un peu similaires, mais lui, il est différent, il est dans le cinéma. Et il me disait une phrase que j'aime beaucoup, il me disait, tu sais, le plus dur, c'est de sortir de sa zone de confort. Et plus tu vas dans l'âge, Ah, mais plus tu vieillis, plus tu as une zone de confort. Voilà, tu as l'ego, tu as les habitudes, tu as le réseau, tu as tout. exactement. Et moi, il m'a dit, j'ai adoré cette personne, il m'a dit, comment tu as réussi, toi? Parce qu'on s'est parlé pendant longtemps. Et je lui dis cette phrase. Alors là, c'est la Rolls-Royce des punchlines. Regarde la caméra. La différence entre le génie et la folie, c'est la réussite. C'est énorme ou pas? Ça veut dire que celui qui va réussir, eh ben, on va le prendre pour un génie. Et celui qui a des idées fous, mais qui n'a pas réussi, on va le prendre pour un fou. C'est Juste ça, alors que c'est le même. Ouais. Alors que c'est la même personne. Ouais. Et j'adore cette phrase. Ouais. La différence entre le génie et la folie, c'est la réussite. Parce qu'après tout, il faut être fou pour réussir. Moi, j'aime le mot fou, mais j'aime plutôt le mot différent. On est juste différent. C'est-à-dire que moi, je le vois dans la même famille. Comment t'expliques? Moi, je l'ai vécu dans la cité, pas ma famille, heureusement, mais dans des familles très, très proches de moi. Tu avais un enfant qui était avocat et tu avais un enfant qui était braqueur de banque. Dans la même famille, avec la même catégorie socio-professionnelle, le même amour des deux parents. Tout pareil, la même religion, la même culture, tout pareil. Explique-moi, et c'est pour ça que moi j'ai mon explication. Mon explication, c'est qu'on est tous faits pour quelque chose. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on pourra faire les plus grandes écoles. Moi, je pense que si tu es quelqu'un qui est voué à réussir, tu réussiras quoi qu'il arrive. Je suis exactement l'exemple. C'est-à-dire d'un village du Maroc où mes parents ne savent même pas lire, ni même pas écrire, encore aujourd'hui. Ma mère ne sait même pas parler le français. Donc, bercé dans un milieu, on va dire, illettré, avec tout le respect que j'ai pour mes parents, pourtant c'est des gens extraordinaires, mais beaucoup d'amour. Et ça ne veut pas dire que toute ma famille a réussi. Ça veut dire qu'il y avait des prédispositions, je pense à ça. Après, il faut les déceler. Ça, le plus dur. C'est déceler chez l'enfant pourquoi il est fait. Moi, mes parents, ils m'ont dit, ouais, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat. Mon père, son rêve, c'était que je sois avocat. Mais Aujourd'hui, il me dit, mais Ouais. qu'est-ce que tu as eu raison de faire ce que tu fais? J'aurais été un avocat, j'aurais été tué par les impôts, j'aurais fait un métier, j'aurais fait 8 ans, j'aurais été un piètre avocat parce que c'était pas mon truc. Oui, mais tu aurais eu la capacité de pitcher, de défendre, de parler, le relationnel. Tu aurais eu ça. Tu aurais pu faire un bon avocat. Oui, Un mais bon avocat pénaliste. tu sais ce qui compte, Sabrina? C'est la passion. Ouais. Faut aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas, tu peux avoir des qualités intrinsèques. Tu n'y arriveras pas. Pour moi, Jacques Brel disait, la passion, c'est ce qu'on veut très fort. Le talent n'existe pas. C'est le besoin de réussir et d'ambition et d'aimer ce que tu fais qui va te rendre talentueux. Moi, je ne crois pas au talent de base. Moi, je l'ai Tu vu en crois tant à la discipline et à la résilience. qu'à ça. Ok. Moi, je crois qu'au travail. Et d'ailleurs, après 30 ans de carrière, là, je peux dire 30 ans, 50 ans, j'ai commencé vraiment à 20 ans à gagner ma vie, je n'ai jamais vu de toute ma carrière quelqu'un qui a travaillé, mais vraiment travaillé, Sabrina, et qui n'a pas réussi. Je n'ai jamais vu ça. Citez-moi un exemple dans ma carrière de 30 ans. Tous ceux que j'ai vus autour de moi qui ont fait des carrières exceptionnelles, et j'ai vu des gens débuter de rien. Aujourd'hui, c'est des suprastars parce qu'elles ont travaillé. Elles travaillent encore aujourd'hui. Travailler avec passion. Parce que
T'en as, Oui. miskin, ils travaillent et juste ils subissent la vie, quoi. Mais c'est des choix aussi. Travailler, c'est-à-dire, on n'a pas la même définition du mot travail. Moi, quand je dis travailler, c'est acharné. Ouais, travail acharné, ouais, Moi, il y a une complètement. phrase qui me définit, c'est je suis déterminé. Oui. Je suis pas motivé, je suis déterminé. Je ne suis pas motivé, je suis discipliné. Parce que la motivation, c'est pas tous les jours. Alors c'est vrai, on va se dire, ouais, allez Sabrina, on se motive demain, on fait ça, et on fait ça, et on va au sport. Après, le lendemain, bizarrement, tu n'auras pas la même motivation. Mais la discipline, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Ouais. J'adore ça. Et c'est ce que je dis à mes collaborateurs. La discipline, c'est quelque chose avec qui on ne peut pas négocier. Je suis obligé de le faire. C'est comme une prière. Est-ce que les gens qui prient, ils se disent, bah non, je ne vais pas prier demain, je n'ai pas envie. Ou je me sens bien. Et comment on fait pour avoir plus de discipline, Arlen? Alors la discipline, bah, je viens d'une conférence à Lyon que j'ai animée, et c'était cette question. Et j'ai répondu, je vais répondre exactement la même chose. La discipline, c'est un muscle. Ouais, c'est vrai. Les gens, ils ne savent pas ça, ils ne se rendent pas compte. C'est un vrai muscle. Mm. Et plus tu le travailles, plus tu es musclé. Aujourd'hui, moi, pour me faire rater une séance de sport, ou une réunion, ou un Zoom, ou une interview, c'est impossible. C'est-à-dire que même s'il y a du vent, même s'il pleut, même s'il y a ce que tu veux, je ne le raterai pas. Parce que ma discipline est devenue tellement puissante, et je vais encore la travailler encore. Je vais être encore plus... On est tellement plus puissant quand on est discipliné, ne serait-ce que pour sa santé, pour son bien-être, pour son boulot. Et, Même pour l'entretien de sa maison, ouais. même pour sa voiture. Moi, je ne peux pas rouler avec une voiture qui n'est pas lavée. C'est tout con ce que je vais te dire. Mais t'es maniaque à ton niveau, c'est bien. Maniaque. Maniaque. Ça vient de là. Donc, c'est vrai qu'on m'appelle maniaque. Maniaque. Mais en fait, c'est un tout. Ça commence par des petites choses, et les petites choses prendront le pas sur les grandes choses. Mm. C'est comme qu'on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est exactement la même chose. Ça commence par des petites choses. C'est-à-dire que tu laves pas une tasse. Tu laisses traîner quelque chose. Et ton cerveau, inconsciemment, et ça c'est très important que les gens se rendent compte dans ce podcast, que inconsciemment, ça va prendre le pas sur ta force. C'est comme le gras. Je viens de dire, ouais, mais c'est pas grave, je prends 5 kilos là, et puis après, l'année prochaine, je ferai attention. Mais le corps, il pense pas comme ça. Le corps, il est vicieux. Il va te laisser 5, 10, 15, et après, tu pourras plus jamais les perdre. De ta vie. Oui, c'est vrai. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que la discipline, ça te permet d'avoir des mini-victoires. Et c'est vrai, ça muscle ton cerveau, ça t'habitue à la sensation de l'achievement. Et donc, en fait, automatiquement, tu vas le faire. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on est dans un mood un peu dépressif, pas bien, qu'on perd confiance en soi, en fait, se mettre des mini-achievements, des mini-goals que tu vas respecter tous les jours. Et même si c'est des petites choses, le fait de l'accumulation de les faire va créer le muscle. Et donc, ces mini-achievements, cette accumulation, en fait, de la sensation de bien faire les choses, va te permettre de regagner confiance en toi. Et ensuite... Mais j'aime beaucoup cette mini-victoire. Ouais. J'aime bien ce mot. Tu me permettras, je le reprendrai. C'est mini-victoire. Ouais. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, moi j'ai l'effet de l'image de la boule de neige. C'est Complètement. rien en haut de la montagne. Tu te dis, monsieur, rien. Moi, je ne vais pas aujourd'hui. Je rate un rendez-vous. Ou je ne vais pas à ma salle de sport. Peu importe ce que tu fais. Ou je ne rends pas un dossier. C'est pas grave. Le client ne va pas s'énerver. On lui rendra ça la semaine prochaine. Et c'est des petites choses comme ça. Moi, par exemple, je suis comme un enfant. Tu vois, je suis comme mes filles. Mes filles, elles sont trop marrantes. Et les enfants, moi, je regarde beaucoup les enfants. Pour moi, les enfants, c'est vraiment la genèse du monde. Tu sais, tu dis à un enfant, t'inquiète pas, je t'achète ce jouet. Mais il va pas te lâcher jusqu'à qu'il a ce jouet. Faut jamais dire des choses à un enfant. C'est pour ça que maintenant, quand je lui dis quelque chose, je réfléchis. Parce que des fois, je dis oui pour lui faire plaisir, mais en fait, elle va pas te lâcher. C'est exact. Moi, je suis un peu comme un enfant. Moi, si tu me dis, Mani, demain à 14h, ton émission, elle est envoyée, ne me dis pas 14h. Si c'est 18h, dis-moi 20h. Comme ça, tu as toujours la marge. Et pour moi, c'est important, ça. Ça veut dire beaucoup. En anglais, on dit you have to deliver. Complètement. You have to deliver. J'aime bien cette phrase. You have to deliver. Et c'est vrai qu'on reconnaît. Moi, je le vois dans les affaires, parce que maintenant, on est quand même dans les affaires. Et je vois les gens qui délivrent et les gens qui ne délivrent pas. Et j'arrive à faire le choix. Même, c'est tout con, mais tu as rendez-vous avec quelqu'un. Il a 20 minutes de retard. C'est pas très grave, ça arrive. Surtout avec des grandes métropoles comme New York, Paris, etc. Si le mec, il t'envoie pas un message à moins le quart ou à moins 10 pour te dire qu'il va avoir 20 minutes de retard, ça veut tout dire. Et la manière dont on fait une chose, on fait tout comme cette chose. T'as tout compris. Ouais. Même comment une personne est habillée, si elle est mal habillée, son col il est tiré comme ça,
Déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, on me dit, oui, mais l'habit fait pas le moine. Ouais, mais si tu n'es pas bien habillé, tu rentres pas dans l'église. Oui, oui, complètement. Et si, l'habit fait le moine, évidemment. Mais bien sûr Est-ce que si. Même tu rentres chez quelqu'un, si tu vois que tout ça, c'est par terre, ça veut tout dire pour moi. Moi, tu rentres chez moi, c'est limite effrayant. Un jour, j'ai un ami, il est rentré chez moi, il m'a dit, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Il m'a dit, on dirait même pas une maison, on dirait un hôtel. Et c'est vrai, chez moi, c'est carré. Pourquoi? Parce que c'est rangé chez moi, c'est rangé dans ma tête. Et les gens qui sont rangés dans la tête, c'est des gens très organisés. Et c'est comme ça que tu rates pas de vol. C'est comme ça que tu rates pas de contrat. C'est comme ça que tu rates pas de concert. C'est comme ça que tu rates pas de séance photo. Doit être carré. Même mes chemises, elles sont classées dans les couleurs. Ouais, mais c'est maniaque, également... j'adore. Ah non, mais moi, c'est maniaque. Toutes mes chaussures sont classées, les boîtes de tout. Ma femme de ménage, elle me dit, je n'ai jamais vu ça. Et des fois, elle vient, elle me dit, mais j'ai rien à faire. Je dis, il y a toujours un truc à faire. Cherche. Elle est morte de rire. Mais je l'adore. D'ailleurs, Siam, elle est avec moi depuis 15 ans, ma femme de ménage. Elle me dit, j'ai jamais vu un client comme toi. Elle me dit, tous ceux chez qui je vais, c'est une catastrophe. Elle me dit, toi, j'aime bien aller travailler chez toi parce qu'elle me dit, il n'y a pratiquement rien à faire. Je dis, mais il y a toujours quelque chose à faire. Ça veut dire que le diable est dans les détails. J'aime beaucoup cette phrase. On est dans les détails. Et la vie, elle fera toujours une sélection entre les gens qui ne sont pas dans les détails et les gens qui sont extrêmement dans les détails. C'est ça qu'on appelle ça des perfectionnistes. La perfection n'existe pas, mais c'est bien de s'en rapprocher. Je suis complètement d'accord. Et donc, du coup, comment t'es passé de cet homme-là qui nous parle de maniaque, de perfectionnisme, de danseur marocain, qui est allé en France, qui ensuite est allé à New York. Comment t'as fait pour passer de ce jeune danseur-là à Nordine Mani qu'on connaît tous? Tu sais, ça a pris beaucoup d'années. Et je vais te dire un truc. Tu sais, les gens jeunes, beaucoup d'ambition, déterminés comme je l'étais, tu sais qu'ils ne se posent pas tellement de questions. Je pense que c'est une espèce de... Tu sais, les gens qui ont... Après, ça va paraître prétentieux ce que je dis, mais c'est une réalité. Je savais que j'allais réussir. Je le savais. Non, mais c'est pas prétentieux. C'est dans la culture française, on a du mal quand les gens disent j'ai réussi, ou je vais réussir, ou je me donne tout pour réussir. C'est très mal perçu. Et ça, c'est vraiment franco-français. Parce que dire qu'on est convaincu, ça ne veut pas dire que parce que Dieu nous bénit et qu'on a plus de chance. Absolument. Non, c'est qu'on va se donner tous les moyens pour réussir. Confiance en soi. Oui, mais la confiance en soi vient par le travail. Oui, mais je veux dire par là, c'est que, tu sais, ce métier-là n'est fait que de gens qui sont sûrs d'eux. Qui vont me dire, ouais, mais non, c'est vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. Comment un artiste, je vais te donner le meilleur exemple au monde, une personne, pour moi, qui est le plus bel exemple au monde, qui a été l'artiste de tous les temps, c'est Michael Jackson. Comment tu peux, toi, te mettre en scène, sur une scène, devant une centaine de milliers de personnes, devant les caméras, tout seul? C'est qu'il faut une certaine confiance en soi. Il faut même de l'égocentrisme pour aller même plus loin. C'est ça l'art. C'est de dire, après moi, c'est le déluge. C'est-à-dire se dire, c'est moi. Regardez-moi, regardez mon nouveau clip, regardez ma nouvelle chanson. Tu te rends compte le potentiel et le pouvoir de confiance en soi pour se mettre en scène comme ça, c'est qu'il y a une certaine forme de déconcentrisme. Mais ça vient d'où, ça? Si tu vas chercher loin, dans la psychanalyse, on en a parlé, ça va très 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 loin. Ça vient d'où, ça? C'est un manque d'amour que tu vas aller chercher. Et moi, je l'ai analysé avec mes artistes. Je dis, pourquoi il est si fou de composer? Cet intérêt que les gens ont de t'acclamer, de t'aimer, En fait, un tu vas problème chercher d'amour l'amour intérieur. Et souvent, les gens comme Michael Jackson, qui n'ont pas eu d'amour quand ils étaient petits, qui ont été battus par son père, qui ont eu des relations bizarres avec ses frères, ça vient de là, l'histoire. Donc, c'était une certaine recherche d'amour. Et en fait, ils confondent, malheureusement, c'est là où le problème de l'artiste et de la personne sage, c'est qu'ils confondent les fans le personnage public. et de l'amour. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Et donc, ils vont aimer ça, cet amour artificiel, qui va souvent les brûler. D'ailleurs, tu regardes tous les artistes. Ça passe de Frank Sinatra à Edith Piaf. Tous les grands artistes de ce monde ont été brûlés par la célébrité. Donc, je pense que tous les grands artistes sont des gens torturés à la base, Complètement. qui après Tu se ne peux pas transcendent être sur la scène. heureux et créer des belles choses. Ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai. Tu es dans une espèce de... Le mot le plus beau que je pourrais dire, c'est une espèce de tristesse énorme pour créer ces belles chansons. Je te rends compte des œuvres d'art qu'ils ont créées, ces artistes, parce qu'ils ont été une histoire d'amour qui s'est très mal passée. C'est là où tu es créatif. Une mort, quelqu'un qui t'a quitté,
je sais pas, des parents qui t'ont Oui, battu. c'est tellement vrai. On dit que les rappeurs, souvent, c'est le premier album est le meilleur parce qu'ils étaient encore dans la galère et que les autres albums sont un peu surfaits. D'ailleurs, quand tu regardes les albums de tous mes artistes à moi, tous ceux qui ont réussi, c'est des gens qui étaient dans la galère. Mais après, c'est nul ce qu'ils font. Même après, on voit Basquiat, par rapport à l'art, si on voit Basquiat, la peinture, lui, il était évidemment triste, dépressif, etc. Elles sont absolument incroyables, ces peintures. Et c'est le cas de tous les grands, même de tous les grands peintres, de tous les grands compositeurs. Oui, même les grands chanteurs, souvent, ils ont eu une déception amoureuse. Mm. Ils C'est se sont ça qui fait cause des t'inspire, fous. finalement. Et en fait, c'est ça que nous, ça nous attire le public. Parce qu'à la fin, on reste un public aussi. Moi, je suis manager, mais je suis aussi public de mes artistes. J'écoute ce qu'ils font. Et souvent, en s'embourgeoisant, en gagnant beaucoup d'argent, beaucoup de fame, très rare ceux qui arrivent à tenir. Très rare. Après, ils sont heureux. Et quand ils sont heureux, ils produisent de la merde. Non, mais c'est intéressant que tu le dises parce qu'en C'est vrai? tant que consommateur, on se fait des fois ces réflexions-là, mais d'avoir quelqu'un du métier qui le dit, qui l'avoue. Il y a toujours une faille. Moi, tous mes artistes, quand je regarde leur vie, parce qu'on est très très proches, hein, on est vraiment fraternels, et quand je vois leur rapport avec leur famille, ou comment ils ont eu le rapport avec leur femme, il y a toujours une faille. Quand je vais chercher, je dis, je comprends pourquoi ça marche. Et même tous les gens, je trouvais extrêmement brillants, ceux qui ont tous un génie, c'est qu'il y a une histoire particulière. Toujours. Quelqu'un qui a une histoire lisse, couvée, malheureusement, il n'y a pas cette combativité, ce truc qui va faire que cette personne, elle a un destin hors du commun et elle va réaliser des choses hors du commun. C'est souvent qu'il y a une plaie, en fait. Et c'est exactement ça, parce que, regarde, les œuvres d'art, je sais plus qui dit ça, je crois que c'est Nietzsche, de beau et bizarre. C'est ça. Il faut que ça soit un peu différent. Parce que si le mec, il est just chill dans sa vie, tout va bene et tout, son œuvre d'art va ressembler à sa vie. Donc, il va faire les choses comme les autres. Mais quand tu vas chercher un artiste qui est différent, parce qu'il a une fêlure, et après, il y en a, ils l'intériorisent, ça termine mal. Puis il y en a, ils arrivent à l'extraire en art. Et là, c'est plus intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'ai une vie bizarre. Dans son un parcours comme moi, ça n'existait pas. Je n'ai jamais vu un danseur qui termine manager. Ça n'a jamais existé. J'ai cherché. J'aimerais bien trouver quelqu'un comme moi, avec qui ça n'est jamais arrivé. Mais je pense aussi, pour revenir à ce que vous parliez tout à l'heure, je savais que j'allais me retrouver là. J'avais zéro doute. Bon, les gens me prenaient pour un fou, comme on dit. La folie et le génie, c'est le succès. Moi, ils me disaient, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, ça dérange. Le fait d'avoir une confiance en soi et d'avoir aucun doute sur, entre guillemets, sa destinée, ça dérange beaucoup. Et j'étais ce week-end avec mes parents, ils m'en parlaient, ils disaient, toi, on avait zéro problème, on savait. Je dis, vous saviez? Il me dit, ouais. Je dis, vous m'avez pas beaucoup montré. Il rigolait, il faisait, non, mais on voulait pas non plus trop te pousser, t'es déjà un fou, donc on n'allait pas non plus accélérer plus qu'à 300. Je dis, ouais, il me dit, ouais, mon père, il me dit, ça m'a touché, il m'a dit, mais tu sais, ce que tu dis aujourd'hui, on n'est pas trop surpris. Je dis, ouais. Il me dit, non, on est fiers, mais on n'est pas surpris. Ça, c'est beau ce qu'il a dit. Complètement. Il m'a dit, tu étais quelqu'un de différent. Il m'a dit, c'est bizarre, on vivait dans la galère, on était pauvres, et toi, à chaque fois qu'on est dans un magasin, tu te dirigeais tout le temps vers les choses les plus luxueuses. Il m'a dit, je ne sais pas d'où c'est venu ce... Il m'a dit, je ne sais pas. C'est le goût du beau. Ouais, le goût du beau. Le goût du beau, le goût du luxe. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en France, on critique beaucoup le bling-bling, des choses comme ça. Et en fait, j'aime le fait que toi, tu le mettes en avant et tu dis, ouais, moi, j'aime le bling-bling et voilà pourquoi j'aime le bling-bling. Et pourquoi pas? Ouais. Et ça, c'est ma phrase préférée quand on pose ces questions. Alors moi, elle revient tout le temps. Ma vie bling-bling, les jets privés, les Rolls, et je dis, et pourquoi pas? Et pourquoi, si je m'appelais Jean-Jacques, est-ce qu'on me poserait cette question déjà? J'aime beaucoup cette réponse. J'ai eu une interview à Londres, il n'y a pas longtemps. Je dis, mais si je m'appelais Harry Williams, vous m'aurez posé cette question? Quand il est avec sa voiture incroyable, et ses gardes du corps, est-ce qu'on lui pose la question? C'est parce que je m'appelle Mani Nordine qu'on me pose cette question? C'est parce que je suis dans une suite de 400 mètres carrés, on me pose cette question. Pourquoi? Parce que ça dérange. On n'aime pas, on est dans un système de roi, d'aristocrate. On doit rester dans notre caste. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est les castes. Ouais. Et on n'aime pas les électrons libres comme nous qui peuvent passer. Attention, je peux monter, je peux redescendre. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Demain, je peux redescendre et j'aurai pas de problème. Tu sais pourquoi? Moi, c'est ce que je dis aux gens. Parce que je connais le chemin, dans les deux sens. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais descendu, je lui souhaite bon courage de remonter. C'est bien dit. Ouais, oui, parce qu'en fait, quand moi j'étais à 0, je vais à 20,
Oui, bien sûr. Et je redescends à zéro. Quand tu as connu la galère, tu Franchement. as une intelligence situationnelle hors norme, tu as une créativité, et t'as, le mot est vulgaire, mais tu as une dalle Voilà. absolue. Donc, quelle que soit la situation, de toute façon, tu sais que tu vas trouver un chemin pour t'en sortir. Et moi, je dis toujours, ma phrase préférée, même si ça s'arrête demain, ça aurait été une belle aventure. C'est ça qui est le plus intéressant. Même si ça arrête demain, ce que j'ai vécu, ça aurait été beau. Même si demain, ça peut s'arrêter. Hein, parce qu'aujourd'hui, la hype, demain, les artistes, ça se passe très bien. Demain, tu sais pas, il peut y avoir un événement, peu importe. C'est pas grave. Pour moi, on ne pourra pas me retirer ma carrière. On ne pourra pas le retirer, on ne pourra pas effacer le passé. Oui, bien sûr, et tout ce que tu as fait. Et c'est beau. Et comment tu as partagé, Ouais. ta zone Tu peux communauté. inspirer des gens de notre communauté. Ça, c'est très important de rappeler. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais 0 modèle. 0. Les Mani n'existaient pas. Il n'y avait pas de manager, producteur, éditeur comme moi. Et 0. Il n'y avait pas. Il y avait maximum, il y avait Jamel Debbouze qui faisait rire tout le monde, qui était le pantin, avec tout le respect que j'ai pour lui, que je respecte. C'est tout. Je connaissais personne d'autre. Mais dans l'imaginaire collectif, dans la culture francophone, c'est vrai que les gens maghrébins, c'était Jamel Debbouze, c'était Moundir, c'était Nabila, c'était des saltimbanques, en fait. Voilà, un de mes amis, un de mes meilleurs amis, qui est acteur, Saïd Tagmaoui, tellement ça marchait pas, il était obligé de s'exporter aux États-Unis, un peu comme moi. Parce que bon, au début en France, c'est quand je suis revenu aux États-Unis, ils m'ont vu comme une star, mais en France, personne ne me calculait au début. Alors que j'avais les mêmes compétences. Hein. C'est juste parce que j'ai travaillé avec Steve Wonder et j'ai travaillé avec Ricky Martin et les Gypsy Kings et les Enrique Iglesias, tout le monde, ah ouais, Mani, il est cool. Mais les maisons de disques, ils me calculaient même pas. Moi, en France, ils me répondaient même pas. Aujourd'hui, c'est les présidents qui m'envoient des messages. Ben, moi, je leur réponds. Si je n'ai pas besoin de. C'est beau. Voilà. Donc, c'est une revanche sociale. Complètement. Et même à travers les apparats aussi. Et quand on s'en cache pas et qu'on aime ça et qu'on dit voilà, j'ai connu, c'est même pas la galère, parce qu'à l'époque où tu étais considéré comme la galère aujourd'hui, toi, tu n'avais pas la sensation. Tu étais dans la nature, tu étais dans un village. Voilà. Et aujourd'hui, tu jouis d'être dans une voiture avec des paillettes. Et des étoiles. Ouais, des étoiles. Voilà, j'ai trouvé le mot, les La étoiles. tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est les complexes de peau. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je me souviens, ma première fois que je suis arrivé à New York, j'étais à Times Square et je vois une Rolls passer. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Et je vois un mec qui sort avec un manteau en fourrure. Et je vois un chauffeur qui ouvre la porte. Je lui dis un jour, je veux le faire. Et c'est ça, en fait. C'est de se dire, est-ce possible? Oui, c'est possible. Dans quelles conditions? Dans combien de temps? Oui. Et c'est pour ça que les gens disent, mais t'es complètement malade. T'as 6 voitures, t'as ça, t'as un chauffeur. Je dis, et pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je l'ai volé l'argent. C'est un achievement. Et en plus, ça me rend heureux. Bien sûr. À partir du moment où ça te rend heureux, si ça me rendait heureux d'aller courir dans une forêt en slip et que ça me rendrait heureux, à partir du moment où je fais pas de mal à personne. Et même, tu as fait plaisir à petit Nordine, tu vois. Voilà, c'est le petit Nordine qui parle au grand Nordine et qui dit ah, donc c'est bon, c'est fait. Ouais, Ça y est, bon, check. fait. C'est incroyable. Et maintenant, je m'en fous. Oui. Et je te jure, je m'en fous. Maintenant, c'est plus un jeu maintenant. Au début, c'était vraiment un complexe. J'ai eu ma première Porsche, j'avais 23 ans, je faisais le tour du périph' tout seul, je mettais ma musique et les gens ils me prenaient pour un fou, mais j'aimais bien ça. Maintenant, je me suis rendu compte que la différence entre les jouets d'un adulte et d'un enfant, c'est les prix. Oui, c'est le film. C'est tout. Mais tu continues à être un enfant toute ta vie. Oui, complètement. Tu sais, quand tu t'achètes un nouvel iPhone ou je sais pas quoi, ça te fait plaisir, ce petit shoot de dopamine. Heureusement qu'il existe. Moi, j'ai toujours dit, s'il n'y avait pas ça, je pense que je ne travaillerais plus. Parce que je vais faire quoi de l'argent? Je vais le regarder sur mon compte et je vais être content. Ah ouais, tant de plus, tant de plus. Mais si j'ai pas ce petit kiff d'aller acheter sans calculer le prix, ça a du charme. Parce que moi, toute ma vie, j'ai regardé les prix. Non, mais c'est les traumas d'anciens pauvres. Et il y en a qui vont dire oui, la frugalité, vivre simplement. Oui, mais si votre travail est dur pour ça. Alors moi, Ça fait plaisir. je veux Pourquoi aborder on a ce cette sujet. culpabilité? Moi, des fois, je vois sur les réseaux sociaux, ouais, lui, il a des millions de dollars, lui, il va faire la queue pour s'acheter un hot dog. Mais surtout pas. Moi, c'est pas ça. Je respecte que le mec, il ait des millions et il va acheter un hot dog s'il a envie. Pas de problème. Mais moi, c'est pas mon but. Je ne veux pas travailler 10 heures par jour pour aller faire la queue pour acheter un sandwich qui en plus est mauvais pour la santé. Non, mais pour le coup, je veux dire, si tu travailles beaucoup, c'est pour dépenser beaucoup. Work hard, play hard. Oui, C'est oui, ça oui. l'histoire. Donc en fait, moi, les gens, ouais, mais t'as vu, lui, tu le vois, il est gros, il a un t-shirt blanc taché, et puis tu sais, il pèse 1 million ou 1 milliard. Mais je dis, mais moi, je ne suis pas du tout en admiration face à cette personne. Au contraire, je dis, mais attends, va t'habiller, t'as des millions sur ton compte. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir avec?
tes enfants vont hériter et ils vont devenir des drogués comme souvent. Ils vont terminer comme des... Eux, ils vont dilapider en une génération ce que toi, tu as construit toute ta vie. Mais profite. Ouais, mais de toute façon, en France, on déteste ceux qui aiment dépenser, ou en tout cas, on fait semblant de les détester. De toute façon, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Mais ceux qui aiment le bling-bling, ceux qui aiment dépenser, c'est vrai que dans la culture, on n'aime pas trop ça, alors que Mais moi, j'ai découvert des choses qu'en tant qu'ancien pauvre, j'avais jamais découvert. Par exemple, cette bien-pensante de dire oui, mais nous, on ne dépense pas. Et je me suis retrouvé, on est dans le 16e, on est d'accord. Je me suis retrouvé dans le 16e, dans des appartements, mais hallucinants, qui coûtent des centaines de millions d'euros. Mais vraiment. Et des gens qui roulent en Volvo, mais qui ont des tableaux qui coûtent des millions. Alors elle est où? C'est la même chose, sauf qu'ils ne dépensent pas dans les mêmes choses. ils Ils vont dépensent pas acheter dans des les mêmes choses, bateaux ouais. incroyables. Et ça, c'est pas du m'as-tu vu, un bateau? Un hélicoptère, c'est pas du m'as-tu vu? Et les jets privés qui s'achètent, c'est pas du m'as-tu vu? Et les montres Breguet qui coûtent des millions, c'est pas du m'as-tu vu? C'est juste qu'ils dépensent pas dans les mêmes choses. Ils dépensent pas les mêmes choses. T'en as quand ils sont old money, en fait, ils vont dépenser autrement. Ouais. Et des petites choses auxquelles un ancien pauvre va porter attention, la voiture, le pull, la montre, etc. Eux, comme c'est des héritages ou qu'ils l'ont déjà, leur attention, elle va se porter sur autre chose. Ils vont me dire, oui, la frugalité. Mais c'est normal. En fait, ce qu'on va chercher, c'est pas la voiture en elle-même, c'est pas la montre en elle-même, c'est le cling de ah, je peux enfin me le payer. Voilà, c'est ça. Et donc, Oui, eux, oui. enfin me le payer, ça va être un immeuble, ça va être. Ouais, ça va être. Mais ils ont leur plaisir aussi. Ouais, complètement. Tous les humains ont des plaisirs. Mm. À partir du moment, moi, c'est ce que j'aime, c'est à partir du moment où toi, ça te fait ce fameux shot Moi, m'acheter une Breguet vieille montre de collection qui a 400 ans, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi alors ta Même plus dans grande le folie que tu actuel, fais? j'en veux pas. C'est quoi ta plus grande folie? C'est la voiture que tu t'es offert là pour Non, je fais des trucs de fou, moi. J'ai acheté des montres de malade, j'ai offert une maison à mes parents, j'ai acheté un appartement à ma sœur, Ça, c'est beau, c'est les j'ai meilleures acheté folies. des Ça. voyages, plein de choses. Des folies, j'ai fait des trucs de fou. J'ai acheté à l'époque une montre, j'avais pris d'une voiture. Mais comme ça, sur un coup de tête, à Cannes. Je me rappelle, je suis rentré chez Chronométrie, la Croisette, et C'était quoi comme montre? c'était une montre, à l'époque, c'était très à la mode, ça s'appelait Hublot, full diamant, Big Bang, full diamant, mais extrêmement cher. C'était, on parle de beaucoup, le prix d'une voiture. Comme ça, un coup de carte. Après, je l'ai mis, après, ça m'a plus saoulé qu'autre chose. Mais c'est pour dire, j'ai fait des trucs de fou. Mais c'est normal, c'est des trucs de. J'ai acheté des bijoux incroyables, mais parce que j'avais besoin de le faire. Aujourd'hui, peut-être que je le ferai moins. Oui, parce que tu l'as déjà fait, donc Voilà. à moi le besoin. Mais moi, je coupe aucune culpabilité à, comme tu as dit, cocher la liste. Bien sûr, exactement. En plus, je m'en suis rendu compte avec le temps, je me dis, mais qu'est-ce que c'était bien de le faire. Oh là là, quel plaisir. Et surtout, moi, je pense qu'il faut être matériel pour se dématérialiser. Ça, c'est très important de comprendre ça. Tant que tu l'as pas, tu crées de la frustration. Et en fait, tu essaies d'être comme les autres. Il ne faut pas trop montrer. Et je vais même aller encore plus loin. Et ça, c'est mon analyse personnelle. Et ça me regarde que moi. Je pense que je suis tellement superficiel que ça m'a aidé à réussir. Ça va loin. Hein. Parce que dans le monde du showbiz, il faut être superficiel, c'est ça? Non, tu n'es pas obligé. Si tu es bon, tu n'as pas besoin d'être superficiel. Ça, c'est mon caractère personnel. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai tellement été superficiel, j'avais tellement besoin de dépenser des choses que ça m'a donné une arme énorme pour réussir dans les affaires. Ok, je vois. T'as compris? Donc, si j'avais pas eu ce fameux ce côté superficiel, j'aurais été un moyen dans mon métier. Ah, c'est comme moi qui m'astreint à avoir vraiment à gagner très bien ma vie pour pouvoir dépenser comme je C'est veux. exactement ce que je Ouais. fais. Mais l'humain est comme ça. L'humain a besoin. Mais tu te rends compte que si aujourd'hui je me serais contenté de ce que j'ai, Mais tu sais que je ne serais pas arrivé là. oui, mais la plupart des humains, c'est je modère mes ambitions et mes dépenses par rapport à ce que je gagne. Alors que moi, non. Bah ouais, normalement, non, c'est le contraire. Moi, je veux un niveau de vie tant, donc il faut que je trouve des revenus qui me font tant. Exactement. Mais 99% des humains, c'est pas ça du tout. Ah, mais moi, je pars en Sinon, vacances tous les mois et demi. Minimum. Tous les mois et demi, je pars. Et dans des très belles destinations, même si c'est des week-ends, des trucs, je pars. Donc, il faut l'assumer, ce train de vie. Mais en fait, je me mets en fait la pression personnelle. En fait, je me mets une auto-pression. Ça marche, hein? Et je trouve toujours des solutions. Ouais, complètement. On fait une rapide pause durant cet épisode pour parler de notre partenaire XTB, qui est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions
de clients. XTB, c'est plus de 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF et 0,2% au-delà. Vous avez des frais de change qui peuvent également s'appliquer. XTB, c'est également Xstation qui est une plateforme très intuitive. Mais vous avez également une équipe française, locale, qui peut vous guider pas à pas 5 jours sur 7. XTB est contrôlé par la CPR et l'AMF. Vous avez les ouvertures de comptes gratuites et les dépôts et les retraits sont sans frais. Et, ouais, et c'est vrai, en fait, cette dalle que tu as eu un moment, elle te l'a jamais. Donc là, tu as toujours un niveau de vie qui va croître, des ambitions qui vont croître, mais tu vas toujours, c'est toujours le même schéma intellectuel à, ok, comment je vais pouvoir aller de ce step-là à ce step. Exactement. Il y a toujours des challenges. Ouais. Ça, c'est le plus important. C'est que il y a une phrase qui m'a dit, il y a une personne qui m'a dit à Dubaï dans une interview, quand est-ce que tu te vois où dans 10 ans? Et je dis, mais dans 10 ans, je vais jamais m'arrêter, moi. Je dis, mais jusqu'à mon dernier souffle, je vais travailler. Moi, c'est un travail intellectuel, c'est pas un travail. Je soulève pas des cagettes et je soulève pas des barres de fer. C'est intellectuel. Et tant que tu vas stimuler ton cerveau, bah pour moi, tu vas rester une forme de jeunesse. Même si physiquement, tu vas te détériorer, c'est logique, c'est l'humain, il est comme ça. Mais si intellectuellement, tu stimules ton cerveau, Et puis bye même, Alzheimer, ça n'existera jamais. complètement. Impossible. Et en plus, tu as un métier où tu te bonifies avec l'âge. Tu as plus de réseau, tu as plus d'expérience. Ouais, exactement. C'est Dans plus le facile. technique, ouais. C'est plus facile Voilà, qu'avant. c'est légitime, les gens te Voilà, reconnaissent. donc les gens, ils te disent, ouais, je veux juste donner de l'argent, associe-toi avec moi, juste Après, c'est de l'image qu'ils achètent. Tu vois, donc même les artistes, j'ai même pas besoin de les convaincre. C'est eux qui viennent me voir, c'est eux qui me demandent si je veux les manager. Donc moi, j'ai plus Il y a une phrase qui dit, j'aime bien aussi, travaille tellement fort, je n'aurai même plus besoin de te présenter. Ouais, complètement. Et ça, c'est énorme. C'est beau. C'est une marque. Ouais, C'est complètement. une marque. Aujourd'hui, tu travailles fort. Moi, ça m'a fait plaisir quand j'ai rencontré Jamiroquai. C'est une légende. Et je suis arrivé, il me connaissait déjà. Et ça, j'ai dit waouh. Ça, par contre, c'était waouh. Parce que moi, quand j'étais petit, Jamiroquai, c'était vraiment the boss, tu vois. Et c'est génial. Tu vois, par exemple, quand Snoop Dogg m'a appelé, c'était 50 Cent qui a donné mon numéro. Donc, c'est eux qui sont venus à moi. Et c'est pas moi qui ai été courir derrière eux. Dans la même interview, tu me sors 50 Cent et Puff Daddy. Ouais. Explique, tu connais les deux? Ah oui, Ah. c'est très bien. Très, très, très bien. Et du coup, t'es Snoop, proche c'est le duquel? parrain de ma fille. Ouais, donc, pour te dire, Ok. ah oui, j'ai une vraie bonne relation avec lui. Il a vu ma fille avant qu'elle naisse. Il a vu ma femme enceinte. On est parti en Grèce. Ah, c'était énorme. Non, mais on a partagé des moments incroyables. Tu sais, ce qui est beau avec ces artistes-là, c'est que tu partages des moments de vie avec eux. Soit quand t'es en tournée, tu partages les bons moments et les galères ensemble. Et souvent, les galères, ça te rapproche. Mais c'est les galères qui rapprochent les Ben gens. oui. J'avais les moments de bonheur. On se revoit, on est mort de rire, on se rappelle un truc. Sa maman, quand elle est venue à Paris, à Snoop Dogg, c'est comme ça que je suis rentré dans son cœur. Sa maman, quand elle est venue à Paris, elle fêtait ses 90 ans. Elle avait du mal à marcher. Et lui, son rêve, c'était de la faire venir à Paris. Un matin, il m'appelle. T'imagines, à 8 h du matin, il m'appelle et tout. Il me dit, ouais, ça va et tout. Il dit, tu sais, je confie personne ma mère. Mais toi, je sais que tu es quelqu'un de famille, je te confie ma mère. Elle me dit, elle va venir une semaine. Je dis, ok, pas de problème. Elle vient et toi, elle est son assistante. Elle arrive à Paris. Et ce qu'elle a aimé, c'est Tino, le côté méditerranéen, encore une fois. C'est pas le skill. Moi, je la voyais comme une mamie, quoi. Bah oui, une ancienne, tu la respectes, tu la balades, tu Dans fais les ses clubs de plaisirs. jazz, je l'ai emmené à Montmartre, je l'ai emmené et des petites babioles, des petites tours Eiffel, des conneries. Je lui ai acheté, mais ça ne coûte rien, tu vois. C'est même pas de l'argent, c'est rien. Et elle a appelé Snoop. Elle lui a dit, tu sais, de tous tes amis fous, là, les gangsters, tout ça, elle lui a dit, Mani, c'est mon dernier fils. Et lui, ça l'a touché. Mais vraiment, il m'a appelé, il m'a dit, je te jure, Mani, que tout le monde du showbiz, t'es quelqu'un. Je dis, mais moi, nous, chez nous, dans la culture marocaine, c'est normal. Nous, on respecte les Oui, anciens. c'est l'hospitalité, le respect des anciens. gens. Et moi, j'étais avec elle tous les jours, je me suis occupé d'elle, comme ça, c'était ma mère, tu vois. Et ça, et après, elle est décédée, la pauvre, 3-4 ans après. Et il m'a appelé, il m'a dit, ouais, vraiment, elle t'aimait beaucoup. Des fois, elle m'appelait, Saber, t'es trop marrante. Elle m'appelait des fois, ouais, ça va et tout. Comment ils vont tes enfants? Parce qu'elle a vu mes filles et tout. Donc, tu sais, avant d'être des artistes, c'est d'abord des humains. Donc, tu as des cons, des pas cons, des sympas, des pas sympas, des stressés, des pas stressés. Tu as de tout. Et Snoop et moi, on a une relation très particulière. Et de qui d'autre t'es proche comme ça? Akon, très proche, très, très proche. Paris Hilton aussi, avec qui je suis très proche. Malgré que les gens pensent que c'est une femme extraordinaire. Et 50 Cent, je suis très proche. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'artistes avec qui je suis très proche. Franchement, j'ai des artistes avec qui je m'entends très bien avec David Guetta, je m'entends très bien avec Jenny Fox. Ça dépend des gens. J'ai beaucoup d'affinités avec plein de gens. En fait, tu as des gens, tu n'as pas besoin de les voir tout le temps. Et quand tu les vois, il y a un truc. Oui, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Voilà. C'est pas ça, il y a T'as des gens des avec qui artistes, tu les vois tout le temps, ils te saoulent.
mais tu fais de l'argent avec eux, tu fais du business. Donc, tu vois, j'arrive à faire la part des choses entre le business, c'est pour ça que ça s'appelle show, Ouais. business. Tu vois, il y a le show et le business. Et moi, je dis show, love, business. Et c'est quoi la pire anecdote alors avec une star? Oh là là, j'en ai tellement. Me donner son nom, c'est plus marrant. La pire anecdote, la moins, ce qui dans le négatif. Pire, ouais, négatif. Et après, évidemment, on va parler du positif. Mais le pire. Ah, mais je peux pas citer le nom de la Alors, personne. on parce que cite pas, mais alors l'histoire. l'histoire, on est parti à l'île de la Réunion. Les gens s'est tapé 13 heures pour aller jusqu'à là-bas et tout. Concert de 50 000 personnes. Avant de monter sur scène, embrouille avec sa femme. Donc, c'est presque au bord du divorce. Il dit, j'annule le concert. Dans la loge, il y a 50 000 personnes qui sont en train de crier, qui attendent le concert depuis 7 mois. Va expliquer au promoteur. Et il dit, trouve-moi un jet, je rentre. Je signe les papiers du divorce. Je dis, mais il est fou, lui. Et embrouille et tout. Et comme dans les films. Hein. Mais 50 000 personnes qui crient le nom de l'artiste. Moi, je suis dans la loge, en train de négocier comme une bombe à retardement. Tu vois. Bien sûr. Il dit, non, mais t'as pas compris. Je t'ai dit, je rembourse et tu me trouves un jet. Ça coûte 500 000, je paye 500 000. Tu me ramènes à Los Angeles. Je dis non. Et comme ça a duré. Et comment vous est passé alors? Bah, c'est là où on rentre le diplomate. Hein. J'ai réussi, il a fait le concert. Ok. Hein. J'ai négocié. Il voulait pas, embrouille, crie, tous. Et les gens, 2h30 de retard. Bon, les gens, ils savaient pas. Bah oui. Il a fait le concert. Par contre, il a assuré sur scène. Ce con, il a assuré, il a fait tout ça. Finalement, il a divorcé ou pas? Ouais. Ok. Ah ouais, en plus, il a divorcé. Et ça aurait coûté combien s'il avait dit Mais il rembourser? n'y a même pas de prix. C'est pas il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des gens qui avaient pris l'avion de Ouais, bien sûr. Dakar, d'autres qui l'avaient pris de je sais pas quelle île. En fait, c'est 50 000 personnes, c'est une ville. Déjà, il y aurait eu une émeute. Vous aurez peut-être tout cassé, les gens. Ouais, 50 000. Non, mais 50 000, c'est énorme. C'est 5 Bercy. Et ça a été quoi le plus gros caprice de star alors que t'as... Ben, j'en ai un que je dis souvent, c'est Mariah Carey. Une fois, on était parti en Tunisie dans un village et elle voulait faire vider le village. Elle a dit, Mani, ça coûte combien pour que les gens y dégagent que moi je visite le village toute seule? Je lui dis, mais c'était pas ça. C'est hyper drôle. Ouais, il y a eu des trucs comme ça, des folies. Mais elle comprend pas, son logiciel ne comprenait pas le nom. Elle dit, mais non, c'est combien? Tu sais, pour les Américains, tu peux tout acheter. Je dis, mais il y a des enfants, il y a des familles, il y a des grands-mères. Il y a des gens, ils peuvent même pas marcher, c'est leur maison. Ah non, I don't get it. You have to get it. Et donc, du coup, elle a visité ou pas? Elle a visité avec les gens. Non, mais les histoires, elles sont quand même très marrantes. Donc, je En la plus, sais les gens, ils s'en encore. foutaient, ils savaient même pas qui c'était. Bah Un oui. village vraiment à l'ancienne. Mais surtout, elle, en vrai, tu l'enlèves son maquillage, elle habille normalement, tu la Tu mets reconnais une pas. casquette, on lui a mis une casquette, Bah oui. faire de lunettes. Pour eux, c'était une touriste américaine. Bah oui, bien sûr. Ah, mais c'est pour te dire que l'argent rend les gens fous. Ouais. Ouais, mais en plus, j'en parle souvent, et c'est vrai, l'argent rend les gens fous. En fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité, ils confondent le personnage public avec ce qu'ils sont vraiment. Donc, ils partent du principe que tout le monde dans leur vie doit les traiter comme la star qu'ils sont quand ils sont sur scène. Le problème, c'est que l'entourage est le plus nocif parce que ça s'appelle des yes man. Ils disent yes à tout. Ah, c'est On les appelle les gros yes man. Et moi, souvent, je suis le mec qui dit non. Et j'arrive avec la diplomatie à c'est dire ça un qu'on non. respecte aussi. Oui, parce que je dis non. Après, moi, je me suis fait beaucoup d'ennemis dans ce métier. Il y a des artistes qui ne m'aiment pas parce qu'ils disent, ouais, que Mani, il veut rien savoir. Je dis non. Il y a des choses que je peux accepter. Et surtout, aujourd'hui, dans ma position où je suis tous à power maker, je dis non, c'est pas possible. Je peux pas, moi, demander à un artiste. Par exemple, ils vont te dire, la veille d'un concert, bouge la date de 2 jours. Et je dis, mais il y a des gens, ils ont pris des hôtels. T'as tes fans. Alors moi, je sais comment leur dire les bonnes choses pour bien les tuer, pour qu'ils soient obligés d'accepter la date. Je leur dis, ah, attention, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Merci les réseaux Ouais, sociaux. c'est vrai, ça. Je dis, tu vas te faire tuer. La prochaine date, d'ailleurs, le promoteur, il veut un remboursement. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il a entendu que tu voulais repousser. Ah non, garde-la, garde-la. Tu vois, donc j'arrive à... Mais j'ai les mots. Mais j'ai mis des années à comprendre comment leur parler. Il y a des moments, je voulais les tuer. Mais en fait, moi, je me mets à la place du promoteur. Le mec, il a presque vendu sa maison. Il a loué le stade. Il a vendu tous les billets. Tu peux pas rembourser quelqu'un. C'est ça que les gens comprennent pas. L'argent ne peut pas rembourser. Parce que sa crédibilité, c'est fini. Le promoteur, après, si demain, il veut produire The Weeknd, les gens disent, ah bah oui, The Weeknd, il va pas venir aussi. Et ça t'est déjà arrivé, justement? Oui. Finalement, ça se passe très mal et que... Très rare. J'en ai eu des histoires très rares. C'est surtout avec des Américains, c'est quoi la pire mentalité de capricieux, des stars capricieuses? Ce que j'aime bien avec les Américains, ils sont très capricieux, mais ils sont très argent. Donc, si tu arrives à avoir le côté argent, ils ont Ouais, un donc peu leur finalement, tu caprice. s'achètes. Ok. Tout s'achète. Ah, les Américains, tu les achètes. Hein. Oh, ça, par contre, les Français sont un peu bizarres.
mon image, je sais pas, est-ce que je peux faire? Oh, j'ai plus envie de le faire. Très bizarre. Les Américains, c'est tellement bien au niveau des contrats que c'est une science, les contrats. J'ai la chance d'avoir des équipes et on fait des contrats d'une manière et on les enchaîne. Et la, S'ils signent, il est foutu. et la, Je le la perds. clause, les clauses les plus spéciales, spécifiques, bizarres que tu as fait dans ces contrats. Ben, il y avait des artistes, par exemple, ils voulaient qu'on repeigne l'horloge dans 2 couleurs. Je dis il y en a une fois, elle m'a dit, faut changer tout le mobilier. Je dis: «Mais tu vas rester 20 minutes dans la loge». «Ah non, 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 autrement ils vont te demander des avions». Par exemple, il y a une nouvelle mode maintenant sur le jet privé. Ils te demandent c'est un rapport, je sais plus comment ça s'appelle et en fait, c'est que tu scuttilises tout l'avion. Il faut que tu saches exactement quelle année, combien d'heures de vol et ça prend des semaines. Et ça, maintenant, ils te demandent ça maintenant parce qu'ils ont peur que l'avion se crache. Avec la numérologie et tout. Ouais, tout, c'est un scanner de l'avion, c'est des notes maintenant. D'accord. Ouais, c'est la nouvelle mode. Ah, je connais pas. Ouais, ben maintenant, ils me demandent tout le temps ça. Et ça prend beaucoup de temps. Et des fois, c'est des dates au dernier moment, on n'a pas le temps. Bah, je dis, bah, prends l'avion commercial. Va en first ou en business, c'est très bien. Non, je veux le jet. Ouais, mais le jet, tu me demandes un jet, je te le trouve. Déjà, c'est compliqué à trouver aux bonnes dates. Une fois que je te le trouve, tu me dis maintenant, il faut le rapport. Ben, le rapport, de toute façon, c'est toi et ta chance. Hein. Tu peux avoir un rapport parfait et puis l'avion. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des histoires dans le passé. J'en ai vécu des histoires où souvent les brokers, ils te donnent des vieux avions ou des pilotes qui ne sont pas vraiment assermentés. Moi, je serais une star, je pourrais comprendre ça par contre. Parce que je pense que cracher dans un avion, il n'y a rien de pire. Donc, nous, on a eu des problèmes avec des avions privés qui ont failli se cracher et tout. Parce que c'est des avions pas terribles, où on n'a pas eu de chance avec la météo. Ça fait peur quand même les avions. Mm. Et juste pour revenir, parce que c'est sorti hier, les histoires avec Puff Daddy, 50 Cent. Toi qui es dans le show business, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce Ah que bah tu as moi, je les su? connais Qu'est-ce que les tu as deux par entendu? cœur. Donc, je connais vraiment bien. Ouais. Je l'ai vu, Le reportage, ouais, il est à charge. Reckoning. Ouais. Ouais, mais tu sais, je vais te dire un truc bizarre. C'est super réel. Attends, je le connais bien, Puff Daddy. En plus, j'ai commencé avec lui, donc je connais vraiment bien le personnage. Je le connais tellement bien, mais d'une force, que tout ce qu'il dit, 500%, c'est vrai. Bon, après, c'est quelqu'un qui a une double face. Parce que moi, j'ai vu les 2 faces de lui. J'ai vu la face où il m'a aidé, euh, on était vraiment rigolait, et j'ai vu sa face un peu ghetto. Et Il a c'était les quoi sa deux. phase ghetto? Ah, il a des absences comme ça, d'un coup, il part. Ah, mais donc en fait, le mec, il est bipolaire. Ah, mais complètement. Et tu avais entendu parler des soirées blanches, de ce qu'ils faisaient avec les femmes, les hommes. Alors Cassie, ça charge aussi parce que Cassie, moi, je la connais, je l'ai connue avant qu'il soit avec Cassie. Je l'ai vu arriver dans notre crew et tout. Elle est très matérialiste, elle est très argent. Donc, bien sûr, elle va dire ce qu'elle a envie de dire. Il y a 50% de vrai, il y a 50% aussi. Moi, il y a une chose que je dis toujours, si t'es pas content, tu t'en vas. Donc, si elle est restée pendant 12 ans avec lui, c'est qu'il y avait aussi des choses qu'elle arrangeait aussi. Et En fait, sur les réseaux, les gens disent ça. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le voir, mais ils disaient oui, c'est un homme, il est machiavélique, mais les gens qui restaient autour de lui, c'est parce qu'ils voulaient la fame, ils voulaient les opportunités, ils voulaient l'argent, les contacts, Exactement. etc. Donc en fait, il restait. Non, mais moi, il m'a aidé. Moi, je le dis devant la caméra. Moi, il m'a aidé. Il m'a jamais rien demandé en échange. Tu craches pas dans la soupe, c'est ça? Voilà, je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Il m'a présenté à beaucoup de monde. Et le fait qu'on m'ait vu avec lui dans les tournées, à Miami, etc., dans les événements et tout, tu sais que ça m'a donné beaucoup de hype. Bah évidemment, à Parce l'époque, qu'à Dany, l'époque, c'était c'était le le roi, dieu mais sur évidemment, terre. évidemment. Et moi, comme je m'habillais toujours avec mes costumes, il aimait bien que je sois avec lui. Il m'a jamais rien demandé. Il m'a jamais sous-entendu quelque chose. Ces soirées, j'ai jamais vu, moi, de mes yeux, peut-être ça existait, mais tout ce qu'il dit, j'ai jamais vu ça. Je savais qu'il se droguait, mais il le faisait jamais devant moi. Il l'a jamais fait. Il fumait des joints. Bon, ça, c'est pas un truc de fou, mais moi qui fume pas du tout. Mais je vais dire, par exemple, j'ai une anecdote à Atlanta. euh, il y avait les BET Awards. Et moi, j'étais avec Akon. Et j'arrive à un endroit où c'était vraiment la hype de la hype. C'était vraiment Puff Daddy. Je te dis, c'était pire que Jay-Z. Et jusqu'il y a 2 ans, c'était le roi, Puff Non, Daddy, mais évidemment. 10 ans, c'était encore pire. Il tenait le showbiz du monde entier. Et je me rappellerai toute ma vie, cette anecdote. Et j'arrive, il me voit sur le côté de la scène. Mais tu sais, en mode backstage. Et il me regarde, mais son logiciel, il comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait Mani à Atlanta? Parce que encore LA, c'est normal. Miami, c'est normal. New York, mais pas Atlanta. Atlanta, c'est vraiment le ghetto, black community, black excellent. Il me voit, je vois qu'il bug. Il me regarde et son show change. Et il commence à chanter et tout.
Et il dit, wait, hold on. Il dit à son DJ, j'oublierai jamais cette scène. D'ailleurs, je vais la mettre dans mon documentaire. Et à moi, il dit, you know what? You don't know South of France. Vous connaissez pas la classe, vous connaissez pas Saint-Tropez. Et je vois qu'il parle de moi, en fait. Et il m'appelle sur scène. J'oublierai jamais cette scène. Et ça, juste pour ça, je le remercie. Parce qu'au BET Award, à la pré-partie du BET Award, de m'appeler comme ça sur scène, me chauffer devant les gens et dire ouais, vous avez vu, c'est ça là, et blablabla, conneries. Bon, il servait aussi de moi aussi pour sa caution, genre je vais dans le sud de la France, Saint-Tropez, tout ça. Mais peu importe. Et il m'a jamais rien demandé derrière. Jamais rien. Il m'a posté sur son Instagram, il m'a tagué 55 fois. Ça m'a fait un buzz de fou aux États-Unis. Et après, quand on regarde le documentaire, encore une fois, moi je suis réaliste. Il y a des choses qui sont complètement vraies. Il avait ce côté machiavélique. Je le voyais, moi, il était méchant avec ses équipes. Méchant. Avec moi, il n'a jamais été méchant. Une fois, on a eu une altercation, et après, il est venu s'excuser. S'excuser. Et c'est une altercation sur quoi? C'était à Paris en plus. Parce que on avait été faire un événement privé pour un multimilliardaire. Et comme il y avait beaucoup d'artistes, je n'avais pas trop calculé, j'étais plus avec un peu tout le monde. Et il m'a fait une crise de jalousie. Il m'a dit, ouais, tu me fais venir jusqu'à Paris. Bon, il a fait... Moi, on a eu une altercation, mais en mode ghetto. Hein. En mode ghetto. Et je dis, non, this is fucking city. Je pense qu'il n'avait pas du tout l'habitude qu'on lui réponde en Voilà. ghetto. Mais surtout, je suis chez moi. Oui. Je dis, Paris is my city. Et on se menace et tout. C'était comme dans les films. Puis après, on nous a séparés et tout. Puis après, on est parti en after party au VIP Room. Ok. Et il est venu me voir, il m'a serré dans les bras. Il m'a dit, oh, ma man. Et ça, j'ai kiffé. Il m'a dit, hey, Mais t'as respecté, il a vu que ouais, parce que je ne me suis pas laissé faire. Et en fait, ces équipes qui étaient les Yes Man, on en parlait tout à l'heure, c'était que des petits chiens autour de lui. Même son sécurité, son manager qui s'appelait James Cruz, qui est un mec qui est dans mon documentaire, qui parle de moi d'ailleurs, qui est un mec super, mais il était un peu... C'était son il a tous serviteur. ses caprices. Quoi. Il avait peur. Moi, j'avais pas peur de lui, parce que moi, je travaillais avec plein d'artistes. Donc, pour lui, j'étais juste un booker. Et pour moi, c'était juste un artiste. Mais on n'avait pas ces rapports de patron à employé. Et c'est peut-être ça qu'il aimait aussi. Puis je lui répondais, moi. Moi, je me suis jamais laissé faire. Et puis, tu sais, il y a une phrase qui dit « You can get up from the street will never get up from you. Ouais, complètement. Mais je Tu pense peux que sortir de la c'est une rue, qualité dans le business de tu peux venir de sortir la de la rue, mais la rue sortira jamais de toi. Moi, j'ai eu le côté ghetto. Il m'a mal parlé devant les gens. Je dis, hey, je parlais comme ça. Mais il ne s'attendait pas. Même tout le monde autour était choqué. On était dans une pièce comme ça. Il m'a parlé. Il y avait toutes ces équipes qui étaient là. Garde corps, son attaché de presse, sa styliste. Je lui dis, hey, tu ne me parles pas comme ça. Il m'a dit, comment ça? Je lui dis, ouais. Je lui dis, et c'est moi qui t'ai booké ce soir. Donc, si tu veux reprendre ton avion, tu rentres chez toi. Comme ça, lui. Il dit, ici, tu es dans ma ville. Je lui fais comprendre, genre, Bien sûr. je passe un coup de fil, tes gardes du corps, ils n'existent plus. Et tu sais quoi, il m'a regardé, il m'a dit, you know what? You threatened me. C'est comment c'est? Merci. Yes, I threatened you. Mais c'est beau, Et j'adore le cette mec, il anecdote. m'a regardé, il a dû se dire, mais ça. Et en plus, j'étais en mode costume, genre mafia. Yeah, I'm not the small money now anymore. Hein. Don't talk to me like this. Hein? Et je ne peux plus parler, je me suis barré. Je dis, if you want to perform, it's fine. If not, I don't give a shit. Et je m'en vais. Et après, le mec, il te respecte 2 fois plus. Mais il a performé. Il a fait, moi, je ne sais pas combien de chansons. Moi, je n'ai même pas calculé. D'habitude, tu vas voir les artistes. It was amazing. J'ai même pas été. Et après, on avait un after party. D'ailleurs, la photo sur mon Instagram, il y a un after party. Et c'est là où il est venu me voir. Ouais, t'as vu, nanana, je vais animer ta soirée gratuite. Tu sais, il a voulu. Et ça, j'ai aimé ce côté. Ok, j'ai voulu me mettre un coup de pression. J'ai pas réussi, mais je m'excuse. C'est très bien. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un, je pense, c'est quelqu'un qui est perturbé dans sa tête. D'ailleurs, si on regarde tu verras le documentaire, ils expliquent la genèse avec son père, qui était un ancien gangster, il a été abandonné, sa mère, elle est un peu fofolle. Sa mère, elle était tout le temps avec nous, c'est fofolle, sa mère, tu vois. D'accord. Un peu pimp, très bizarre, sa mère, elle faisait des soirées quand il était petit. C'est pour ça que je te dis, le documentaire est très bien fait. Ils l'ont pas que tabassé. Hein. Ils ont En fait, ils ont expliqué la racine un peu de sa perversion. C'est ça, c'est ça. Et je pense aussi qu'il était violent. C'est un mec violent. C'est un mec violent, il a fait tuer des gens et tout. Hein. Ah, il rigole pas. Hein. Ah, donc c'est vrai, t'as la même... Ah non, mais moi, il a menacé des gens devant moi avec un flingue, hein, physiquement. Je me souviens d'une histoire à Saint-Tropez. Il avait fait une soirée sur un bateau. C'était pas à lui, c'était un mec que je connaissais qui s'appelait Oumar, un milliardaire russe. Et lui, genre, il gérait le bateau. Et il a fait une soirée. Et je me rappelle, il y avait tout le monde qui était venu. Bono, comment il s'appelle cet acteur hyper connu Del Toro, là, l'acteur, là. DiCaprio? Non, pas DiCaprio, Benicio Del Toro. Ok. L'acteur connu, là, hyper connu avec les yeux verts et tout. Tout le monde était venu. Et à un moment, tout le monde s'est passé le mot. Et ça finit
je sais pas, de 60 personnes, il y a 300 dans le bateau, quoi. Et il y avait un peu des mecs de Marseille qui étaient venus. Mais ils s'étaient incrustés. Des mecs de cité. Tu vois un peu les mecs de cité, comment ils sont de Marseille. Ils viennent, ils commencent à parler mal à tout le monde et tout. Tu sais ce qu'il a fait? J'oublierai jamais cette scène. Ah, il rigole pas, il était en peignoir. Il est descendu du bateau, il a pris un flingue, il est ressorti. Il les a braqués. Devant tout le monde. Il a dit, ici, vous êtes chez moi. Les mecs sont barrés en courant. Comme dans les films. Ils voulaient leur tirer dessus. Heureusement, le garde du corps, il l'a séparé et tout. Mais c'est là où j'ai vu ses yeux, j'ai fait, waouh, c'est pas le Puff Daddy Showbiz et tout, qui danse et tout. Là, j'ai vu le mec ghetto. Pour aller en bas, dans sa chambre, prendre un flingue, chargé. En plus, c'est illicite en France, t'as pas le droit d'avoir une arme. Et sortir comme ça et les braquer, des mecs, c'était des mecs, c'était pas des petits mecs, tu vois. Il les a. Et là, j'ai dit, ah, c'est là où j'ai dit, c'est plus le showbiz là. Là, c'est la réalité. Et là, je me suis dit, et on parle de cette histoire, elle a 15 ans. Hein. Je me suis dit, à mon avis, ça va terminer mal, Basilika. Mais je savais que ça allait terminer comme ça. Moi, quand j'ai vu les histoires, je savais que ça allait terminer comme ça. C'est pas possible, il a fait trop d'erreurs. Et tu penses qu'il y a plein de gens qui vont tomber? D'autres gens vont être mis dans la sauce comme ça? Tous. Apparemment, ils étaient tous avec lui dans les soirées, etc. Tous. Pas par rapport à lui, parce que lui, c'est pas un snitch, comme ils disent. C'est pas le genre de mec à balancer, parce qu'il a des dossiers sur tout le monde. Hein, faut te dire. T'as remarqué qu'il a rien sorti. Mais oui. Alors qu'ils l'ont tous laissé tomber. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est les codes de la rue américains. On ne balance pas. Ok. Donc, mais ils vont se faire tous attraper, un par un. Jay-Z, il était à 2 doigts. Hein. Il a eu une plainte contre lui. Il a réussi à faire étouffer la plainte. Moi, je suis sûr qu'il a payé. Parce qu'elle est revenue sur ce qu'elle a dit, comme par hasard. Très bizarre. Mais je pense que aux États-Unis, ils ont tous peur maintenant. Et tu penses que qui va tomber là prochainement? J'ai pas de nom particulier parce que je suis pas assez précis sur le dossier. Ce que je peux te dire, c'est que il y a beaucoup de dossiers. Mais c'est sûr que ça va tomber. Dès que tu es connu, tu as de l'argent, tu es une cible. Tu as vu les filles aux États-Unis, il y a un truc qui m'avait expliqué un ami. Il m'a dit pendant les All-Star Games, tu vois, les trucs de basket, elles font quoi? Elles se mettent à 3, 4, 5, 6 dans le même hôtel. Elles partagent la chambre. Juste pour tomber sur le basketteur, pour le choper, pour faire un scandale. Donc, c'est des cibles. Et d'ailleurs, si tu vas aux États-Unis, personne ne se parle maintenant. C'est trop marrant. Tu vois, quand tu vas dans les stars, moi je suis avec les artistes, ils se mélangent pas. Hein. Ah oui, ils ont leur carré, leur sécu, personne rentre. Ils viennent Ah, parce qu'ils se accompagner. méfient tous les uns de l'autre. Ah oui, ils viennent avec leur crew et tout. Ils se parlent plus comme. Avant, c'était open bar. Tu allais dans les soirées, tu avais toutes les filles qui venaient à la table, les amis. Tout. Ça se mélange. Maintenant, c'est fini ça. Tu as un carré, tu as un mec avec un ruban et personne passe. Donc maintenant, on part du principe que les filles, en fait, elles viennent là pour du cash, Pour pour faire des piéger. scandales, piéger, voilà, Piéger. pour piéger. Et les stars entre elles, qu'elles vont divulguer des choses, etc. Et c'est pour ça que les artistes restent artistes. Tu as remarqué que les couples, c'est souvent 2 personnes connues. Mm. Ils ne font pas connus, inconnus. Ok. Parce qu'ils se disent au moins, on est entre nous. Ouais. Ça vient de là l'histoire. Ok. Parce que c'est quand même plus simple pour un star de sortir avec une personne non-star. Ouais. Il y a quand même le rapport de hiérarchie. Là, c'est 2 stars ensemble. Elles Ça ont les sort mêmes pas problématiques, couple. en fait. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas de problème de ce. T'imagines, tu es une énorme star, énorme, soit avec quelqu'un pas connu du tout. La personne pas connue du tout, elle a tout à gagner. Elle peut prendre une photo de toi quand tu es dans la salle de bain, prendre une photo de toi, n'importe quoi, et dès que c'est fini, elle ressort tout. Ouais, c'est fou de vivre dans la menace. Comme Mais on se rend pas compte. Ouais. Moi, c'est mon métier de les protéger. Mais je veux dire, quelqu'un de très connu, moi, je leur dis. Donc toi, tu veilles sur eux Tout, et nous, tu c'est fais en tout. sorte qu'ils Nous, ne on rencontrent regarde pas des tout, gens on- pas connus. Dans le management, on s'occupe de tout. Ok. De tout, de A jusqu'à Z. Après, moi, je plains les stars. Ça va être très dur. En fait, le stop pour moi d'une star, c'est qu'elle a connu la personne avant d'être connue. Ouais. Ça passe. Mais souvent, ils changent. Et donc toi, justement, tu pars du principe que si une personne pas connue et avec quelqu'un de connu, c'est forcément par intérêt, donc tu veux protéger ta star, quoi. Oui et non. Après, il y a des coups de foudre et tout. Mais particulièrement quand tu regardes bien. Qu'est-ce que la personne non connue va attirer chez une star, honnêtement? C'est quoi ton kiff à toi de ne pas être connu du tout, d'aller essayer d'attraper une star? Tu rentres dans des problèmes de malade aussi pour la personne pas connue. Après, tu te fais shooter par tout le monde. Ta famille Ah, est mais c'est en comme ça. danger. Il y en a qui aiment. Et après, tu peux te faire jeter du jour au lendemain. Donc, de la lumière, tu repasses à l'ombre. C'est pire. Tu connais une vie de star pendant 6 mois, dans les jets, dans les avions, dans l'opulence financière. Moi, c'est ce que je dis, c'est un échec pour les deux. C'est pas que pour la personne connue, c'est aussi pour la personne pas connue. Et d'ailleurs, une fille équilibrée, moi je dis toujours, par contre, ça c'est mon métier, et je l'ai vu, une fille équilibrée, qui est bien dans ses baskets,
qu'est-ce qu'elle va chercher chez une C'est star? très À part la lumière. Non, mais qu'est-ce qu'elle va chercher? rien. Parce que tu es objetisé, Tu peux aimer ce que l'artiste plus fait. contraint. Par exemple, tu peux aimer ses chansons, mais c'est pas parce que tu vas être en couple avec la personne ou Mais c'est tellement contraignant. Non, mais Tu faut être aucune fou, intimité. faut être fou. Tu pas de vie individuelle puisque tu dois te caler au planning de l'autre. Tu pas de... Tu sais pas où il est, tu sais pas quel métier il fait, dans quel pays il est. S'il part une tournée de 60 dates, tu le vois jamais, ou si tu le vois, tu es avec lui, donc tu te ramènes tous les problèmes avec. Moi, je dis bon courage. Il faut vraiment être dérangé psychologiquement pour sortir avec une star, franchement. Autrement, c'est le coup de foudre, ça peut arriver, ça. Moi, j'en ai vu, hein. L'artiste, il a un vrai coup de foudre, la fille, elle a un vrai coup de foudre, et ça se passe généralement bien. C'est très rare. Ouais, mais de Généralement, toute il y a un façon, ça intérêt. existe pas. Il y a un intérêt. Ouais, et puis même à Paris, entre anonymes, 4 mariages sur 5 finissent en divorce. Donc, Alors, avec une star, pratiquement, voilà. pratiquement zéro chance. Bah ouais, c'est ça. Non, c'est encore pire avec une star. C'est encore pire. Moi, je le vois. Déjà, moi, je suis pas une star, mais à mon niveau, vu mon rythme de vie, faut être vraiment taré pour se mettre avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Faut aimer souffrir, en fait. Et c'est pas l'intérêt d'une personne se mettre avec quelqu'un de médiatisé. Je vois pas l'intérêt, franchement. Ah mais oui, mais la plupart des filles, de toute façon, enfin... Je cherche la fame. oui, la La plupart lumière. des gens cherchent la fame et c'est surtout le phénomène qu'on voit, c'est les jeunes femmes qui vont chercher des mecs connus, quoi. Ouais, mais moi, je leur déconseille. Parce que on sait comment ça se termine. Ouais, mais de toute façon, elle cherche pas à être attachée, elle cherche la lumière. Ah bah non, ça Ouais. fait plaisir. Très bien. Il y a des conséquences psychologiques. Très bonne conséquence. Tu sais, c'est comme quand t'as pas mangé, on te donne à manger, après on t'affame. C'est encore pire. Il faut qu'elles apprennent à se faire à manger. Ouais, exactement. Qu'elles apprennent à aller chercher les On leur filles donne et à se faire à on manger. leur apprend à pêcher. Ouais, c'est ça. Ah mais bon, l'artiste, il est égoïste, donc je vois pas comment il va lui apprendre. Nordine, si t'avais 3 conseils à donner à petit Nordine. Alors, le premier que j'aime beaucoup, c'est crois en tes rêves, toujours. Ça veut dire que t'as une vision. Dream it, wish it, make it. J'aime bien celui-là. Toujours. La deuxième conseil, n'écoute jamais ce que les gens te disent autour de toi. Ça veut dire, ne te dis ceux qui vont te dire. Et la troisième, la plus importante, c'est la détermination. Il faut être déterminé. Alors, j'aime bien cette phrase. Quand tu as un projet, si tu y crois moyen, tu as vraiment zéro chance de réussir. Zéro. Si tu as un projet et tu crois à la mort, c'est même pas sûr que ça marche. Alors imagine-toi si c'est moyen. Ouais, c'est fort, ouais. Ah oui, moi je te le C'est dis. vrai. Moi j'ai des gens, ils sont déterminés à la mort, c'est pas sûr que ça marche. Mm. Alors si c'était moyen déterminé, c'est sûr que ça va pas marcher. Parce qu'on croit toujours que quand t'es moyen déterminé, ça va moyen marcher. Non, en fait, t'es sûr que ça va être un échec. Ah non, non, ça marche pas du tout. Il y a une phrase aussi qui est intéressante parce que même si tu as un échec, j'aime bien cette phrase, peut-être pour clôturer l'émission. Quand tu te bats pas, tu es sûr de perdre. Et quand tu te bats, tu as une chance de gagner. Et t'as une chance à prendre aussi. Et c'est que beau. Exactement. C'est pas grave. Moi, j'ai eu des échecs. Je vais en avoir, à mon avis, peut-être encore. J'espère en avoir le moins possible, mais j'en suis sûr que j'en aurai. Mais ce qui est beau, tu perds pas, t'apprends, comme tu l'as dit. Donc en fait, ce qui est cool, c'est de jouer. C'est un game, la vie. Life is a joke. Tu vois, Tu gagnes proportionnellement au nombre d'échecs que t'as eu. exactement. Et bizarrement, je te jure que je veux pas faire le mec genre avec un happy end ou un truc comme ça, mais je t'assure que tout ce que je n'ai pas réussi, ça a été bénéfique pour moi. Ah oui, moi, tout ce que j'ai pas réussi, c'est là où j'ai le plus appris. Exactement. C'est ça qui m'a permis de le gagner très bien Mais après. moi, je vais te dire un truc très marrant. Quand j'ai commencé mon école de danse à Paris, où j'étais vraiment au top, entre guillemets, dans ma tête, je voulais avoir un side job, un job de côté. Et à l'époque, tout le monde disait, va au McDo, tu vas boire tu veux rigoler ou pas? Ça, j'oublierai jamais de ma vie. Je vais en entretien au McDo. Tu te rends compte que tout le monde peut travailler au McDo. Même un handicapé mental, on lui donne des frites à faire. Ils m'ont refusé. À Montparnasse, je me rappellerai toute ma vie. C'était mon premier échec parce que je réussissais tout. Et la manageuse, elle l'a dit, mais je la remercie de fou. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas pris? Je me rappelle que je dis des handicapés mentaux, mais c'est vraiment des handicapés, vraiment. Ils prenaient tout le monde. Et moi, elle m'a dit non. Et moi, j'étais choqué. Je dis, mais pourquoi non et tout? Elle m'a dit, toi, tu n'as pas du tout le profil pour travailler là-dedans. Elle m'a dit, toi, tu es un artiste, un jour, tu vas venir. Elle a eu peur, en fait. Elle a eu raison. Bah, c'est toi, tu vas être dans ton truc de créativité, tu vas pas quitter ta répétition, tu vas pas me dire. Mais tu sais qu'elle n'avait pas tort. Et en fait, moi, je l'ai vécu très mal. C'était mon premier gros échec. Entretien, non.
Alors j'étais cartonné partout. Et en fait, je la remercie parce que imagine-toi, avec le recul, j'aurais travaillé au McDo. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait mon petit boulot, j'aurais eu mes petits sous. Avec ces petits sous, j'aurais payé mes petites activités et tout en petit. C'est-à-dire que j'aurais pas eu les galères que j'ai eues, comment je vais payer, comment je vais aller là. Ah, la France, je préfère aller aux États-Unis, je vais mieux marcher. Et en fait, grâce à cette femme-là, ben, je suis là aujourd'hui. Donc, un échec peut se transformer Complètement. en un succès. Un très gros échec ramène toujours un très gros reward si tu sais le transformer. Voilà. Il ne faut pas se prendre la tête. Mais après, ça, on se le dit, c'est facile à se le dire aujourd'hui. Mais quand tu as 15 ans et on te dit non, je ne comprends pas. Tu sais que c'est facile de ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, des fois, je me dis, ouais, mais c'est bien tes phrases et tout. Mais parce que you make it. Tu vois? Ouais, mais parce que même Même. quand tu le vis, tu peux te dire aussi, ok, si je vis ça, c'est avoir la foi, qu'on soit croyant ou pas, c'est avoir ça. Ah, si je Toi, le tes vis, contenus, ça sert à ça, tes contenus. C'est d'écouter d'autres gens, parce qu'à la fin, on n'est pas toute seule sur la Terre. Il faut écouter d'autres parcours. Moi, j'avais pas ça. Et si aujourd'hui, je mangerais des émissions, tu sais quoi, je les enchaînerais non-stop, toute la nuit. Nous, il n'y avait rien. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a réussi aussi, parce qu'il n'y avait rien. Et peut-être qu'avec le coup de chance, on a un peu des électrons libres, on est passé entre les filets, mais il y en a beaucoup malheureusement qui ne sont pas passés, parce que quand je vois tous mes potes qui n'ont pas réussi, et je me dis, mais en fait, c'est bien aussi d'avoir des gens et se dire, ah, ok, donc si j'ai pas réussi, c'est pas très grave. Moi, je le vivais très mal, tu te rends pas compte. Pour moi, je dis, mais qu'est-ce que j'ai, moi? Pourquoi non? Parce que je suis un arabe, en fait, ça n'avait rien à voir. Elle ne l'a pas donné parce qu'elle a compris que j'étais un artiste. Mais c'est fort. Et finalement, elle t'a donné la chance de ta vie. Mais grave. Et ça part d'un an. Et c'est pareil, un autre truc aussi qui m'avait marqué, quand je suis arrivé à Paris, j'avais demandé un appartement. Et le mec, il m'avait dit, oui, 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 c'est bon, nanana. Et dès qu'ils ont su, que le propriétaire a su que j'étais marocain, il m'a refusé l'appartement. Mais tu veux savoir la meilleure? Grâce à ça, j'ai acheté. Aujourd'hui, je serais peut-être encore locataire. Tu te rends compte? Ça m'a tellement mis la haine qu'il m'a dit non. Il dit, bah, tu sais quoi, je vais l'acheter. Et j'ai acheté l'appartement qu'il voulait me louer. En fait, quand tu challenges quelqu'un, tu as deux options. Ou il tombe par terre, ou il monte encore plus haut que toi. Et le secret, c'est toujours se dire, ok, s'il y a un frein, je vais prendre cette frustration, prendre cette tristesse, prendre cette incompréhension et la transformer en un moteur Exactement. pour faire quelque chose de plus grand, pour faire quelque chose de plus beau. C'est exactement ça. Nordine, une dernière punchline. Ah, une que j'aime bien. Ah, celle-là, j'aime bien aussi. Alors, on me l'a dit il n'y a pas longtemps, je trouvais tellement belle. Tu sais, l'homme est tellement égoïste qu'il y a une image qui est très forte. L'aveugle va avoir le bâton toute sa vie, il va marcher avec le bâton. La première chose, s'il retrouve la vue, il va aller jeter le bâton. Ah, putain, c'est bien dit. Vous l'avez jamais entendu. Ben moi non plus. Et j'ai trouvé tellement... Genre, l'homme est ingrat. Ça veut dire que de nature, on va t'oublier vite, même si on t'a aidé toute la vie. C'est quoi la moralité aussi de cette histoire? C'est pas que le bâton, c'est de se dire, ne comptez sur personne. Comptez sur vous-même. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de la reconnaissance des gens. Et le problème des femmes et des hommes d'aujourd'hui, ils attendent trop de la reconnaissance. Moi, ça fait très longtemps que j'attends de la reconnaissance de personne. Je fais tout avec le cœur ou pas. Donc ça, c'est ma phrase préférée, ou pas. C'est-à-dire, je vais donner ou j'ai pas envie de donner. Aujourd'hui, je suis dans une position où je peux donner, j'ai la chance de donner. Et je préfère celui qui donne que celui qui reçoit. Je préfère être le donneur. Ouais, complètement. Ah ben moi, je dis toujours. Ah oui, moi, Moi, je préfère faire des cadeaux, recevoir des cadeaux. Ah ouais, Moi, je dois faire des pareil, cadeaux. pareil. Moi, je suis excité comme une puce quand je veux donner des cadeaux à quelqu'un, voir la Impossible tête de de la personne. recevoir, mais donner. Voilà, moi, j'aime pas recevoir, mais j'aime bien donner. Ouais. Donc, je me dis, donc, arrêtez d'attendre de la reconnaissance. Et souvent, dans le business ou c'est dans la musique ou tout, les gens attendent des compliments toute la journée. Moi, j'entends rien. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux pas. Je connais encore mes défauts. On en parlait tout à l'heure, on revient à ça. Et je connais mes qualités. Donc, je sais, et c'est pour ça que, ben, bien sûr, on va montrer le meilleur côté de soi-même, on va pas montrer le moins bien. Ouais, Mais je sais ce qui va pas en moi. savoir s'assumer soi. Il y a des trucs que je pourrais pas régler. Comme. Ben, comme mon impatience. Je suis un impatient chronique. Ouais, mais on a les qualités de ses défauts aussi. C'est ça. C'est grâce à l'impatience que j'ai réussi aussi. Et je suis imparfait dans plein de choses. Mais l'avantage, c'est que je sais ce qui ne va pas en moi. Tant que tu sais ce qui ne va pas en toi, slow down. Tu essaies de réduire tes défauts. Bah, merci beaucoup, Nordine, pour ce moment. De m'avoir reçu, Sabrina. Et c'est toujours un plaisir. En fait, c'est une psychanalyse gratuite. Mais oui, mais ici, c'est la famille, c'est la maison. Merci pour ta générosité. Atomique. Merci. J'adore. Merci à toi.
Et je tiens à remercier notre partenaire XTB pour avoir sponsorisé cette vidéo. XTB, c'est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. C'est surtout une plateforme Xstation, hyper intuitive et c'est surtout 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF. Et vous avez plus de 11 000 produits disponibles. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. À très vite.